Messieurs, on y est. Dernier épisode de la saison. On fait notre revue de l'année. On va passer à travers tous les sujets possibles d'une revue de l'année. Et sans plus tarder, messieurs, je vous demande, êtes-vous prêts? Oui, monsieur. On y va. C'est parti. Bienvenue, messieurs. Nicolas, Richard en haut à droite, Hugues Léger en bas. Comment ça va, Nico? Ça va bien. Et vous, messieurs, de même, la saison de tennis qui s'est terminée, mais nous n'avons guère terminé de vous parler de tennis. Puis j'ai bien hâte de faire cette petite revue avec vous autres. Ça va bien. Je suis en train de faire ma glace extérieure qui prend la place de l'espace tennis dans la cour. Oui, joues-tu au tennis sur glace aussi? Tu sais, j'ai vu des photos de Björn Borg qui faisait ça. Il paraît que c'était un très beau sport, mais je ne l'ai pas fait encore. Peut-être que je vais essayer de faire ça. Ça doit être compliqué. Ça prend des crampons, j'imagine, parce que... Une bonne balle aussi en caoutchouc. Messieurs, on fait la revue de l'année. On va passer à travers nos surprises, nos déceptions, nos bons coups. On a Louis Barfiga aussi qui va venir nous parler de la saison des Canadiens. Ça risque d'être très intéressant. Et on ne perdra pas beaucoup de temps, messieurs, avant de partir sur notre premier sujet. Et partons presque en ordre chronologique parce que la saison a commencé avec une nouvelle compétition qui était l'ATP Cup, qui est une espèce de Coupe du Monde là, qui vient faire compétition, si on veut, à la Coupe Davis, enfin compétition ou une compétition de plus, c'est difficile à dire. Je vais commencer avec Hugues. Toi, tu as pensé quoi de l'ATP Cup comme tournoi d'abord? Beau succès, belle formule. Il y a des choses intéressantes qui se sont passées dans ce tournoi-là. Les joueurs ont bien embarqué aussi. Bon, il y a 24 pays qui ont participé là, sur cet événement-là sur 10 jours. Évidemment, tu as deux grands pays qui se sont retrouvés en finale, la Serbie contre l'Allemagne, mais encore une fois, c'est l'ATP qui se positionne contre l'ETF. Il faut être clair, là, c'est un challenge pour la Coupe Davis qui s'étend sur l'année, qui pose des problèmes de calendrier pour plusieurs joueurs. La Coupe Davis se cherche au niveau format, vous le savez. Donc, je pense que l'ATP Cup, et selon ce que les joueurs en ont dit aussi, ça a été vraiment un beau succès, puis une belle façon de commencer l'année. Puis espérons que cette formule-là va revenir et même peut-être pourrait voyager dans certains autres pays. C'est parce que, comme vous le savez, tout était en Australie cette année. Nico? Je dois dire que j'ai beaucoup aimé aussi cette formule-là. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression, contrairement à la Coupe Davis qu'on a connue depuis un sacré bail, je trouve que c'est peut-être un peu simple, mais un peu moins mélangeant. Parce que j'aimais beaucoup la formule. Tu l'as dit, Alex, très belle comparaison. Coupe du Monde. Ça pense à une Coupe du Monde de soccer ou encore le championnat mondial de hockey junior où, dans une bulle de 1 ou 2 semaines, tous les pays se retrouvent dans la même compétition. C'est là que ça se passe. Le chemin est clair, le tableau est clair. On avait juste à apprécier le spectacle. J'ai beaucoup aimé le fait, autrefois, la Coupe Davis, ça se passait presque sur un an, on perdait le fil. Est-ce que c'est des quarts, des demi? Bon, là, le tableau était clair, la joute était simple. Puis j'ai beaucoup aimé ce petit format qui, mine de rien, donnait un excellent coup d'envoi à la saison. Puis ça permettait aussi d'établir l'état des forces. J'aime le format et j'aime aussi sa position dans le calendrier. Il faut dire que dans le cas de la Coupe Davis, par contre, on a revu le format l'année passée. Là, c'était plus le format qui s'échelonnait sur 14 mois, mais c'est presque le cas là, quand on y pense. Mais bon, on a fait un format qui est plus typique Coupe du Monde et comme Hugues le mentionnait, c'est plus une question économique, c'est-à-dire un partage de revenus. La Coupe Davis, c'est l'ITF et puis l'ATP, ben là, au moins, il y a de l'argent qui revenait un petit peu plus aux joueurs. Moi, overall, j'ai adoré le format. Je trouve que c'est un format qui, dans les prochaines années, va favoriser des pays comme le Canada, justement, où tu as un peu plus de profondeur, mais tu n'as pas besoin d'une profondeur de 10-15 joueurs. Là. Si tu as 2-3 bons joueurs, puis il y a des joueurs qui peuvent être efficaces en double, et là, on a Félix qui a un titre Masters 1000 en double, on a Vachek qui est champion de Grand Chelem en double. Alors, c'est un format qui devrait favoriser le Canada. Et d'ailleurs, le Canada, il faut le dire, a perdu au premier tour de cette compétition-là, mais a perdu contre les éventuels champions. Oui, exactement. Je tiens à souligner le format.
En termes d'innovation, la team zone, tu as l'équipe qui est sur le terrain. Donc, quand tu changes de côté, tu retrouves tes coéquipiers, ton coach, tu as droit aux vidéos. Donc, cette dynamique-là de la team zone, ils l'ont baptisé comme ça. Là, c'était vraiment intéressant aussi pour l'implication du joueur avec l'équipe durant tout le match. Là. C'est pas que le coach. Donc, ils sont sur le terrain avec toi. Tu reviens dans ton groupe de coéquipiers. C'était vraiment bien fait, le fun. Ça. Et j'ai une question pour vous, messieurs. Lorsque je préparais le plan puis l'émission d'aujourd'hui, je me suis posé une question à laquelle je n'ai pas vraiment encore de réponse, mais je vous la pose. Est-ce que vous trouvez, dans le calendrier de l'ATP, dans l'année, dans la saison ATP-WTA, il y a trop de tournois autres que le calendrier? Tu sais, on parle, de la ATP Cup, il y a la Coupe Laver, il y a probablement l'UTS qui va se faufiler là-dedans. Trouvez-vous qu'il y a trop de tournois à côté du calendrier? Ben, moi, je peux te donner mon point de vue. Je trouve, le calendrier du tennis est peut-être le calendrier le plus chargé de tous les sports. C'est un calendrier de fou. Les joueurs doivent choisir combien de tournois ils font. Généralement, ça va se jouer là autour d'une vingtaine, 20, 22 là. Mais avec les grands chelems, Coupe Davis, ATP Cup, les Masters 1000 qui sont obligatoires, c'est des mandatory. Il faut pas oublier. Après les 500, les 250, plus d'autres événements comme la Laver Cup qui s'est rajouté, ça fait beaucoup de choses pour les joueurs. C'est très, très exigeant, psychologiquement et physiquement. Mais il reste que, par contre, puis c'est vrai que le tennis, c'est l'horaire le plus fou de tous les sports professionnels. Là. C'est 11 mois par année débile, puis après ça, tu as 2 semaines de break à Noël, puis après ça, il faut que tu recommences à t'entraîner rapidement parce que les premiers tournois, de façon générale, dans une saison normale, en Australie, viennent assez rapidement, puis c'est des tournois assez importants. Oui. Mais il reste que moi, personnellement, pour répondre à ta question, je pense que l'horaire, il est quand même bien parce que les joueurs sont pas obligés pour l'essentiel de choisir tous les tournois. Bon, les Masters 1000, de toute façon, ils les joueraient de toute façon. Fait que c'est maintenant, après ça, pour les compétitions comme la Coupe Laver et tout ça, c'est des compétitions qui sont hors concours, c'est sur invitation aussi. Alors, tu sais, je pense que des joueurs comme Federer et Djokovic et tout ça, il y a des ATP 250 pour l'essentiel, ils en jouent pas. Ils vont jouer quelques 500 ici et là. Federer va faire plaisir à ses partisans suisses. Il va jouer à Halle, par exemple, là, mais à part ça, je pense que tu dois quand même donner l'opportunité un peu partout dans le monde de voir certaines vedettes. Et pour cette raison-là, je pense que l'horaire, il est bien comme ça. Mais peut-être que... Moi, j'ai jamais rien connu d'autre qu'un horaire aussi rempli que ça. Alors, peut-être qu'un horaire qui respirerait un peu plus donnerait un spectacle de meilleure qualité. Peut-être. Pour moi, il est quand même bien comme ça, personnellement. Et d'ailleurs, tu me faisais penser, Hugues, tu disais les tournois sont mandatory. Ça me faisait penser, on a vu cette semaine, là, la WTA va changer l'appellation de ces tournois. Puis c'est une bonne chose là, qui décide. Ils vont aller eux aussi dans les catégories 1000, 500, etc. Là, qui se rapprochent du côté des hommes. Et en tout cas, on n'était pas censé en parler, mais c'est une méchante belle nouvelle. Ça fait plein de sens que les deux circuits s'alignent pour le bien des fans, pour la compréhension du jeu. Je trouve ça une très, très bonne nouvelle. Exact. Alors, ATP Cup, messieurs, pour vous, c'est une expérience à refaire et c'est un succès, c'est ce que j'en conclus? Ah oui. Okay. Moi, encore une fois, c'était excitant. L'équipe australienne, n'oubliez pas, avec Dominor, avec Kyrgios, a fini 3e au point là après la Serbie et l'Espagne. Le côté local a ajouté aussi. Les gars, écoute, c'était comme des enfants là. Tu vois, ils célébraient, ils étaient contents d'être sur le terrain. Donc, je pense qu'il y avait une énergie qui sortait de ce tournoi-là, qui était tout à fait nouvelle au tennis. Moi, ça m'a captivé durant les 10 jours en début d'année. Donc, souhaitons longue vie à l'ATP Cup. Ouais, et puis tu sais, le tennis, c'est un sport tellement individuel, puis les joueurs en parlent souvent à quel point ça peut être long et même si tu es entouré, tu peux te sentir seul un peu partout dans le monde. Et là, d'avoir une espèce de compétition par équipe comme ça, où on met effectivement l'accent sur l'équipe, comme tu disais, il y a la team zone, etc. Alors, je pense que pour les joueurs, au-delà du niveau partisan, au niveau du niveau fan, pour les joueurs, c'est une expérience qui est tout à fait exceptionnelle, je pense, enfin. Messieurs, on
on s'attendait peut-être pas au mois de mars à disputer 3 des 4 grands chelems. Et Wimbledon avait une assurance. Peut-être que s'il n'avait pas pris cette assurance-là, on aurait eu un tournoi. Mais avant qu'on se lance spécifiquement sur les tournois, auriez-vous parié au mois de mars qu'on disputerait finalement 3 des 4 grands chelems dans l'année? Pas moi. Garanti. Moi non plus. Pas moi, puis je pense que le tennis est peut-être le sport professionnel qui s'en est le mieux tiré dans cette année compliquée et pénible. Là. Donc, on peut être content comme amateur de tennis. Trois grands chelems sur 4, de bon niveau, de haut niveau, avec des très beaux champions. Ça a quand même été une année satisfaisante au niveau tennis pour les amateurs. Puis ce qui me faisait douter personnellement, c'est l'emplacement de ces tournois-là. Bon, Roland-Garros, la France, le US Open à New York, qui était comme 2 zones à éviter pendant la pandémie, puis c'est l'est toujours. Donc, de pouvoir tenir ces 2 tournois-là dans des épicentres pandémiques comme ça relève vraiment presque du miracle. Le US Open a été très bon, là, de mettre le Masters de Cincinnati sur le même lieu, que les joueurs soient déjà dans leur bulle. Et c'est un mois. Moi, je me disais, ça doit pas être évident non plus d'être là. Ils sont confinés pendant un mois. Bon, ils sont dans des bonnes conditions, on s'entend, là, tout est relatif. Mais ils ont été un mois sur le même site. Donc, je pense que la USTA a très bien géré ce retour-là avec le Masters de Cincinnati et l'US Open tout de suite après sur le même lieu à New York. On aura l'occasion d'en reparler, messieurs. Transportons-nous au mois de janvier, alors que tout allait bien dans le monde, alors que personne pensait que le ciel allait littéralement nous tomber sur la tête. Vous avez pensé quoi du tournoi d'Australie, messieurs? Quand on regarde le tournoi, les quarts de finale où on avait Nadal, Thiem, Wawrinka, Zverev, Sandgren, Federer et Raonic, Novak Djokovic, en quart de finale, je trouve que c'est un tournoi qui a donné un peu le ton à l'année qui est venue et qui suit. Quand on regarde les noms qui étaient là, c'est pas mal les noms qui sont revenus pour le reste de la saison. Puis c'est un tournoi qui a couronné Novak Djokovic qui commençait une année exceptionnelle sur le plan tennis. Vous avez pensé quoi de ce tournoi-là, messieurs? En tout cas, chez les hommes? Ben pour ma part, je vais commencer. Je pense que Djokovic a vraiment fait sa niche à ce tournoi-là, sans dire que, bon, on sait que Novak, c'était le premier joueur mondial, c'est encore à ce jour le meilleur joueur sur la planète, mais je pense que c'est ce tournoi-là qui a semé le grain de toute la saison qui a suivi. Malgré la pandémie, malgré Novak dans ce tournoi-là, du moins de mon point de vue, a été absolument extraordinaire, presque sans faute. Là. C'est rare qu'on dise ça un tournoi majeur, mais Djokovic était le seul. Là. Je veux dire, je pense qu'à partir des 8e de finale, on savait que c'était pas mal Djoko qui allait aller jusqu'au bout de la manière dont il avait joué. Donc, je pense que en rétrospective, ce tournoi-là était extrêmement important pour Novak. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas connu une saison aussi extraordinaire s'il n'avait pas remporté l'Australie, mais de la manière dont il s'est comporté, surtout après le succès de l'ATP Cup, on aurait pu croire peut-être un épuisement ou un peu de fatigue. Ou non, je pense que ça l'a propulsé encore plus. Et ce tournoi-là aurait été extrêmement important, je pense, dans cette saison aussi de Novak qui a été historique. Ouais, quel début d'année de Djokovic. N'oubliez pas, il a enchaîné, on parlait de l'ATP Cup, donc il a joué en double aussi à l'ATP Cup pour les matchs gagnants. Donc, il enchaîne l'ATP Cup, il gagne en Australie après. Début de saison canon, mais un très, très beau tableau tout le long. Là. Donc, tournoi réussi dans un contexte pas évident. Vous vous souvenez des feux qui avaient lieu à ce moment-là en Australie. Il y a même eu des questions pour un report. Il y a des joueurs qui ont été incommodés. Donc, mais finalement, grand succès cette année encore pour l'Australian Open et très, très belle victoire de Djokovic cette année. Mais mentionnons quand même que ça n'a pas été simple en finale, malgré tout. Dominic Thiem il a donné toute une opposition. Quand même 5-7 a forcé Novak à aller jusque dans ses derniers retranchements. Et c'était, comme je disais, un peu indicatif de ce qui allait se passer pour le reste de la saison. Parce que, je pense qu'on n'annonce pas de surprise en disant que Novak Djokovic et Dominic Thiem ont été, possiblement les 2 meilleurs joueurs cette année. Là. En tout cas, je pense qu'on ne s'obstinera pas si on dit 2 des 4 meilleurs joueurs. Là, on en parlera un peu plus tard, mais il reste que c'était assez indicatif de ce qui allait se passer de ce côté-là. Et du côté des femmes, on a eu une des préférées de Nicolas avec Sofia Kenin qui a remporté le tournoi. Nico, une révélation pour toi cette année. Ben oui, 2 de mes préférés. D'abord, Kenin, tu l'as dit, une joueuse qui s'est révélée. Évidemment, on la connaissait, mais de l'avoir éclore ainsi, j'ai été extrêmement impressionné. Mais aussi Garbiñe Muguruza, ne l'oublions pas. Un retour un peu plus difficile, un retour post-Covid plus difficile,
mais j'ai été étonné de la voir en finale en Australie. En début d'année, Muguruza, c'est une fille qui excelle habituellement plus à Roland-Garros ou au tournant de l'été vers la saison de terre battue, mais de la voir en finale, puis même, là, juste un petit rappel, là, il y avait aussi Simona Halep et Ashley Barty en demi-finale. C'est un calibre extrêmement relevé, donc de voir ça en début d'année, je veux dire, c'est quoi demander de mieux pour un amateur de tennis que voir 3 filles du top 5, puis une fille, Garbiñe Muguruza, championne de Grand Chelem. Je veux dire, ça partait l'année vraiment de manière extraordinaire. Tout à fait. Exact. Puis on voit encore l'ouverture du côté féminin. Il y a plusieurs championnes potentielles, donc très beau début d'année aussi. Moi aussi, j'étais content de revoir Muguruza à ce niveau-là. Donc attention pour 2021 aussi. Oui, exactement. Muguruza, c'est un peu... c'est la joueuse, il n'y a pas si longtemps que je voyais de mener le tennis. Ça tarde un peu. Elle a fait des résultats exceptionnels. Là. Je ne veux pas diminuer ce qu'elle a fait dans sa carrière déjà. Là. Je veux dire, tu n'es pas championne de Grand Chelem par hasard à plusieurs reprises. Là. Mais quand même, effectivement, ça a été représentatif du... Si on a un Big Three du côté des hommes, du côté des femmes, c'est pas mal plus ouvert. C'est là que je voulais en venir. Ouais, alors, une belle performance de Sofia Kenin. Oui, Nico? Juste pour compléter, je pense que ce tournoi-là et la participation de Muguruza en finale prouve une fois de plus qu'il ne faut jamais sous-estimer une championne Grand Chelem en Grand Chelem. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde, dans le monde du tennis, qui se compare à remporter un tournoi du Grand Chelem. Donc, d'entendre des fois des gens dénigrer des anciennes championnes, dire non, c'est impossible qu'elles se rendent au bout. Ne jamais sous-estimer l'expérience au tennis, surtout d'un tournoi du Grand Chelem, surtout celui d'Australie, où c'est en début d'année, où tout le monde cherche un peu ses repères. Muguruza l'a prouvé et j'étais vraiment content pour elle. Et mentionnons en terminant sur ce tournoi-là, messieurs, que Milos Raonic, côté canadien, avait fait la meilleure performance avec un quart de finale. Et on a beau dire ce qu'on veut, un quart de finale en Grand Chelem, c'est jamais banal. Ça, c'est certain. Deuxième tournoi du Grand Chelem, qui est d'habitude le dernier de la saison. Et là, après des mois complètement fous où on savait pas trop ce qui se passait, finalement, on a eu droit à un retour du tennis. Une première vraie compétition, avec après l'UTS, là, mais on a eu le tournoi de Cincinnati et l'US Open. Et puis là, on en a eu de toutes les couleurs. Nico, je vais te laisser faire ta propre interprétation en premier du US Open 2020. Je pense que au-delà du tennis, ce tournoi-là a fait du bien sur le plan social aussi. On se rappelle les événements du mouvement Black Lives Matter. On se rappelle de ce qui se passait aussi avec la pandémie. Donc, je pense que ce tournoi-là, à ce moment précis-là, à New York, a fait énormément de bien. On l'a vu notamment avec Naomi Osaka, l'éventuelle championne, qui pour une des rares fois en carrière, on en a parlé au podcast, s'est révélée comme étant une porte-étendard d'un nouveau mouvement, c'est-à-dire le mouvement contre le racisme aux États-Unis. Et je pense que ce tournoi-là sera historique, oui, pour l'aspect pandémique, il fait que c'était une année extraordinaire, mais aussi pour cette espèce de révélation de Naomi Osaka qui s'est, on dirait, accomplie en tant que, oui, joueuse de tennis, mais aussi en tant que femme. On l'a vu aussi dans le magazine Forbes, l'athlète féminine la mieux rémunérée par les commanditaires. Donc, je pense qu'elle a pris une espèce d'aplomb pendant ce tournoi-là. Et c'est ce que je retiens de l'édition US Open 2020. Tout à fait. Et Newsweek l'a aussi nommé dans les 30 femmes qui ont le plus d'influence dans le monde du sport il y a environ une dizaine de jours. Donc, US Open, US Open qui a fait beaucoup de bien de pouvoir s'asseoir devant la télé, voir des beaux matchs de tennis. C'est drôle, je reviens un peu sur ce qu'on disait tantôt, de jamais sous-estimer des anciens champions de Grand Chelem qui vont revenir un peu plus après quelques années pour gagner un Grand Chelem. On voit comment c'est compliqué de gagner un Grand Chelem. Quand on a regardé la fin de la finale en Zverev et Thiem, ils réussissaient pas à gagner ni un ni l'autre. Et moi, ça m'a fait penser exactement à ça, Nico. Si on avait eu un Federer ou un Djokovic ou un Nadal, le match, même si ça avait été en 5-7, il y aurait quelqu'un qui aurait conclu sur un coup gagnant plus rapidement que ça. Là, c'était complètement surréel. Ça se fait un match en Zverev et Thiem. C'était fascinant. Et ça aurait pu vraiment être un ou l'autre, mais tu voyais que l'enjeu était énorme pour les deux et ils réussissaient pas à conclure ni un ni l'autre. Est-ce que vous pensez que cette finale-là, la conclusion de celle-ci a eu un impact sur le reste de la saison? Parce qu'à partir de ce moment-là, Thiem était inarrêtable
Et de l'autre côté, Zverev, on dirait que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dépérir un peu. Pensez-vous que ça s'inscrit dans quelque chose? C'est certain que Thiem est le dauphin en ce moment. On va reparler du Big Three un petit peu plus tard dans l'émission, mais Thiem, avec sa performance en Australie, avec sa finale gagnée au US Open, on voit que c'est lui là qui est juste derrière. Là. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a la maturité aussi chez les hommes, on le sait. Il faut souvent un peu plus de temps pour arriver à être vraiment à ton sommet. Ça arrive pas à 20, 21 ans, ça arrive généralement autour de 24, 25, 26. Donc, Thiem, c'était vraiment le joueur à ce moment-là. Zverev, il y a eu une fin de saison un peu plus compliquée. Il y a eu le scandale dont on a parlé il y a une semaine. Oui, Zverev, ça s'est terminé un peu plus tranquillement, mais Thiem, c'est une valeur sûre maintenant du tennis. Là. C'est un top de l'ombre sur la finale entre Thiem et Zverev. Ne pas oublier aussi qu'un certain Novak Djokovic aurait très bien pu remporter ce tournoi-là. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ce tournoi-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti de ce tournoi-là en se disant, d'une certaine manière, la nouvelle génération, elle est arrivée. Alors, avec Dominic Thiem qui l'emportait, et puis quand on regardait encore une fois les quarts de finale, tu avais des Shapovalov, Coric, Zverev, Rublev, Medvedev, de Minaur. Alors là, on voyait vraiment un quart de finale avec un cœur nouveau. Tu sais, c'était plus la vieille garde. Alors, on est sorti de ce tournoi-là un peu avec cette impression-là. Mais Roland Garros est venu un peu mélanger les choses. Mais avant qu'on saute à Roland Garros, messieurs, du côté des femmes, je veux qu'on revienne un peu plus sur Naomi Osaka. Est-ce que c'est elle, messieurs, qui va prendre en charge le tennis féminin, selon vous? Je pense que oui. Je pense que là, elle est placée pour le faire tant au niveau de sa qualité de jeu que de son caractère, que de son leadership sur le circuit. C'est une très belle et grande championne. Donc tout ça a été vraiment son US Open avec, vous savez, elle s'était retirée, elle voulait arrêter de jouer. Ce qui s'est passé à Cincinnati les semaines d'avant. Donc Naomi Osaka, c'est celle qui affiche le plus de constance en ce moment. Là. C'est pas un feu de paille. Souvent, tu as une fille qui arrive qui gagne un grand chelem qui disparaît après. Elle aussi, je crois, elle est là pour rester, un peu comme Thiem du côté des hommes. Ouais, je pense aussi dans ce qu'elle incarne, ce sera elle, mais il ne faut pas oublier non plus, du moins j'espère, puis j'entrevois aussi, on parle beaucoup du Big Three du côté masculin, mais je pense aussi souvent à un futur Big Four du côté féminin. Tu sais, je pense à Osaka, on a parlé de Kenin qui est un an plus jeune que Osaka. Il y a Bianca, puis peut-être éventuellement une Coco Gauff, donc qui sait. Donc je pense que ce ne sera pas si simple que ça pour Osaka de se démarquer, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui s'en viennent. En regardant en arrière dans l'angle mort, je pense qu'elle voit qu'il y a beaucoup d'autres compétitrices qui s'en viennent. Donc ne pas paver le chemin trop rapidement pour Osaka parce qu'elle a beaucoup de compétition. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nico, puis ça fait déjà, je te dirais, 1 an ou 2 que je dis un peu la même chose que toi. Je trouve que pour l'instant, le tennis féminin, il est un peu plus intéressant dans sa situation parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas trop qui va prendre en charge. Est-ce qu'on va avoir une domination à plusieurs têtes ou est-ce qu'on va voir une nouvelle génération, une joueuse prendre le tennis féminin d'assaut pour les 10 prochaines années. Moi, je trouve que la situation est vraiment intéressante. Puis une autre histoire intéressante qu'on a eue à ce US Open-là, c'est Victoria Azarenka qui a fait tout un retour. Et ce qui est intéressant, je pense que de mémoire, je n'ai pas vérifié les chiffres avant qu'on débute, là, mais je pense que c'était 9 mamans qui étaient dans le premier tour de ce tournoi-là. Et bien, il y en a une qui s'est rendue jusqu'en finale et elle s'est bien battue, 3-7, puis elle avait battu Serena dans un match qui avait été absolument excitant en demi-finale. Alors, une belle performance de Victoria Azarenka qui a été sans aucun doute l'une des belles histoires cette année. Et messieurs, avant qu'on passe à l'autre sujet, on termine avec Roland Garros qui a été le dernier grand chelem de l'année, qui d'habitude est le deuxième dans la série. Hugues, j'ai commencé avec toi, tes impressions sur le tournoi de Roland Garros?
J'ai aimé Roland Garros. J'ai trouvé que l'ITF a été, que la Fédération française, pardon, la FFT a été un peu cavalière dans son annonce du calendrier. Ça va être là, puis that's it. Mais ils ont consulté personne, mais ils l'ont fait. Le tournoi a été réussi. Nadal était là où il devait être. Nico l'avait prédit, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu la saison de Schwartzmann d'automne qui était vraiment superbe, qui a fait des très beaux matchs à Roland-Garros. Moi, je pensais bien qu'il pouvait sortir Nadal, mais bon, il a pas réussi. Très, très beau match. Ultimement, ça a été un beau Roland-Garros. Et encore une fois, je me dis, bon, ça va être l'automne, il va faire froid. Le toit n'était pas encore actif comme il devait l'être. Ils ont été très audacieux de faire Roland-Garros à ce moment-là de l'année. Et je pense qu'ils peuvent dire mission accomplie cette année encore. Ouais, surtout sur le plan tennis, ils peuvent dire mission accomplie, ça c'est sûr. On a eu un tournoi à la hauteur d'un grand chelem. Tu as une finale rêvée du côté des hommes entre Novak et Rafael Nadal. On n'a pas eu un match rêvé, mais on a eu une finale. On a eu une finale de rêve. Et en tout cas, sur le plan tennis, il n'y a rien à dire. Puis que dire de plus que Rafael Nadal? Je ne suis pas sûr que son record sur Roland-Garros va être battu. C'est démoniaque, qu'est-ce qu'il réussit à faire et à l'âge où il le fait. Et messieurs, je vais vous lancer une petite courbe. Est-ce qu'il va remporter Roland-Garros l'année prochaine aussi? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il est imbattable du moment où il sera en compétition à Roland-Garros, c'est chez lui. En tout cas, à moins qu'un Djokovic ou un team vraiment là, soit dans une séquence ahurissante et qu'ils viennent à bout. Mais on revient à ça, les champions Grand Chelem, surtout Nadal, surtout à Roland-Garros, en tout cas, je ne pourrais pas gager contre lui. Je pensais cette année que les années commenceraient à apparaître chez Nadal. C'est un tournoi historiquement de jeunes, Roland-Garros. C'est une surface extrêmement exigeante physiquement. Tu as eu des jeunes gagnants, Chang, Villanders, on remonte, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je me dis peut-être que Nadal, cette année, serait un peu en retrait par rapport aux jeunes qui montent vraiment, là, qui sont prêts à prendre la relève. Je me dis, c'est là que ça va se passer. Ben non, il a dominé encore. Il n'y a pas eu de finale, là. Donc Nadal, chapeau pour son Roland-Garros. Et donc, Nico, je te suivrai peut-être même pour l'an prochain. Je pense que s'il compétitionne encore, s'il est là, s'il n'est pas blessé, s'il est bien physiquement, il pourrait peut-être gagner l'an prochain encore. C'est parce que lorsqu'on fait ce genre de prédiction, il faut tout le temps se dire qui peut battre le champion. Et là, en ce moment, je ne vois personne. En tout cas, en ce moment, là, on se parle en date du fin novembre, début décembre. Là, je ne vois pas à cette date-ci qui pourrait confronter Nadal dans une finale. Mais juste, Alex, tu me permets peut-être, j'allais dire basculer du côté féminin. Pour moi, il y a deux mots qui caractérisent ce tournoi et qui feront en sorte que je m'en rappellerai longtemps de ce tournoi 2020. Eugénie Bouchard. Pourquoi? Qui aurait cru, qui aurait gagé en janvier qu'Eugénie Bouchard aurait pu avoir un laissez-passer pour Roland-Garros? Même si je suis un fervent défendeur d'Eugénie Bouchard, jamais j'aurais pu gager sur ce fait-là. Elle a eu un tournoi exceptionnel à Istanbul. Terre battue, on ne s'attendait pas à ce qu'Eugénie revienne, du moins fasse son retour sur une surface comme la terre battue, qu'elle ait fait, qu'elle accède à Roland-Garros et qu'elle fasse très, 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 très bien aussi rendue au tournoi. Elle n'a pas été que figurante et pour moi, du côté féminin, c'est ce que je vais retenir. Wildcard très, très bien mérité. Moi aussi, j'étais heureux de voir Eugénie là. Elle a pas fait mentir les organisateurs du tournoi en lui donnant cette wildcard-là. C'est une récompense qu'elle n'a pas volée. Donc, on dirait que la table est mise pour l'an prochain avec Eugénie. Ouais, c'est un troisième tour qui est très, très, très légitime et tu perds contre l'éventuelle championne du tournoi. Exact. Et si on regarde le score juste après, elle a fait mieux que Simona Halep contre Swiatek. Alors c'est pas banal cette performance-là. Si elle affronte pas Swiatek, ben peut-être qu'elle est encore ou en demi-finale de ce tournoi-là. Tu sais. Alors c'est une performance qui a confirmé, je pense, le retour. Et comme tu le dis, c'était très, très, très mérité. Et moi, je me souviens, Nico, on en parlait dans les podcasts avant Roland-Garros que peut-être ce serait intéressant de lui donner un wildcard à la lumière des performances qu'elle avait fait au World Team Tennis et dans les tournois précédents. Et c'était tout à fait mérité. Et messieurs, s'il y a un de vous deux qui avait prévu une victoire de Swiatek au prochain tournoi, on se parle avant puis on met beaucoup d'argent sur la finale. C'est bon? Est-ce que quelqu'un aurait prévu
une victoire de Swiatek, selon vous? Non, mais j'espère pour elle que c'est pas un feu de paille parce qu'elle a je pense pas, là, parce que quand tu remportes un grand chelem comme ça, c'est rarement un feu de paille, mais elle a tellement bien joué, tellement, tu sais, on suit ça le tennis, là, puis franchement, messieurs, je vous félicite si vous saviez exactement cette équipe, puis si vous l'aviez ciblée et cernée. Pour ma part, je dois admettre que je n'avais jamais vraiment vu jouer cette fille-là, mais quelle belle découverte, tellement un beau jeu, tellement une fille fluide, une fille qui a l'air aussi sympathique, qui avait l'air content de gagner tantôt. Monsieur Bourfigan en parlait, le plaisir de jouer au tennis. Cette fille-là, là encore, elle l'aura longtemps, je l'espère, du moins pour nous, pour notre plus grand plaisir, parce que c'est une fille extrêmement superbe à avoir joué. Là, je ne vois pas vraiment qui pourrait être contre cette fille-là. Là. Je veux dire, difficile de ne pas l'aimer. Là. Oui, il y a quand même plusieurs exemples encore une fois, au niveau des grands chelems, du côté féminin, où il y a une gagnante qui arrive un peu de nulle part. Moi, je veux l'avoir confirmé ça dans un deuxième tournoi en 2021, parce que ça montre la profondeur, mais ça montre aussi la fragilité du top 1, 2, 3. Là. À part Osaka puis Bianca qui va revenir en force, assurément, mais je suis pas toujours sûr si c'est une bonne chose quand on a une championne qui arrive comme ça, aussi belle soit-elle comme championne. Là. Ça veut dire quoi sur l'état du tennis féminin? Ben, je suis 100% d'accord avec toi. On espère que ce sera, en tout cas, on l'espère pour elle, que ce sera pas un feu de paille et que ce sera un one-hit wonder, comme on dit. Enfin, moi, j'ai hâte de la revoir à Montréal, au stade qui porte son nom, messieurs. Au stade IGA. Je dis, si elle vient à Montréal, moi, je fais un reportage que sur ça. Sur le fait qu'elle porte le même nom que le commanditaire principal. Alors, un beau tournoi au US Open, on est parti en se disant, du côté des hommes, la nouvelle génération, elle est arrivée, Rafael Nadal, lui, dit, attention, on n'est pas parti. Et justement, messieurs, ça nous amène à notre prochain sujet qui est le Big Three. Est-ce qu'on a assisté à la dernière année du Big Three, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer? Je commence avec toi, Nico. Qu'en penses-tu? Je veux pas que ce soit la fin et je ne pense pas que ce soit la fin. Pour être vraiment honnête, c'est difficile. Là, si on regarde comment s'est déroulée la dernière saison, c'est difficile d'y croire. Mais si on commence avec Djokovic, je pense que c'est encore l'homme à battre. Sur le circuit, dans le monde, c'est le meilleur joueur. Ça, je pense qu'il y a nul doute là-dessus. Nadal, on l'a vu à Roland-Garros, c'est un joueur extrêmement encore dangereux, c'est un joueur puissant. S'il peut s'épargner des blessures, s'il peut rester loin des hôpitaux et des soins de santé, ce sera tant mieux pour eux. Puis je pense vraiment encore la touche magique. Maintenant, c'est Federer. Federer, encore une fois, victime de blessures qui lui ont coûté une bonne partie de la saison. Mais on ne peut pas renier le roi Roger. Je pense qu'il faut lui laisser une chance. Je ne dis pas qu'à long terme, là, ce sera le Big Three à long terme, mais je pense que pour au moins la prochaine saison, la saison 2021, je pense qu'il faudra encore faire confiance à Federer, Nadal et Djokovic pour alimenter nos discussions, notamment en Grand Chelem. Je pense qu'il ne faut pas renier immédiatement ce top 3-là, même si je suis le premier à dire que la nouvelle génération est extrêmement impressionnante. Les teams, les Zverev, les Tsitsipas, bon. Mais je pense qu'il faut encore laisser la chance aux coureurs. Federer n'a pas eu la chance de se faire valoir cette année. Reviendra après un an de repos. Je veux dire, pour un gars magané comme Federer, ça ne peut être que bénéfique. Il faut encore lui laisser une chance. Peut-être qu'on s'en reparlera après le Wimbledon 2021, si vous le voulez bien. Puis là, peut-être plus faire un bilan plus concret et plus solide. Mais je pense que pour la première partie de la saison, le Big Three est encore intact. Hugues, est-ce que c'est la fin du Big Three? Oui. De mon côté, il y aura un du Big Three qui sera là encore l'an prochain, c'est Novak. Novak a encore des bonnes années devant lui, les jambes fraîches, même s'il nous a fait une fin d'année un peu bizarre, là, c'est le mot que je vais employer. Mais je pense que Nadal peut être battu par Thiem, par Medvedev, par Tsitsipas. Ils ont son numéro. C'est pas celui qui gagne un grand chelem encore, sûrement Roland-Garros. Mais je pense que Thiem, Medvedev, Tsitsipas vont être là. Federer, point d'interrogation. Je suis le premier fan de Roger. C'est le joueur de tennis ultime pour moi. J'aimerais bien le revoir dans le top 3, mais ça va être compliqué. Revenir encore et encore. Le jeu est toujours plus rapide, plus puissant. Et encore une fois, les années s'accumulent. On peut pas faire fi du fait qu'il y a un an de plus. Il va être entouré des meilleurs physios, des meilleurs entraîneurs, de savoir comment gérer son corps, sa préparation et tout ça. Ça va se jouer sur quelques grands chelems. Il va mettre l'accent sur des grands chelems. Évidemment, je pense qu'il va mettre sur son calendrier une grosse étoile sur Wimbledon cette année. Là, c'est là que ça devrait culminer pour lui. Mais le Big Three pour moi tire à sa fin. Il y aura un nouveau Big Three qui va arriver d'ici 2 ans. Mais si je peux juste
juste renchérir sur ce que Hugues dit, c'est intéressant aussi, mais je pense que tu parles de rapidité, de force, le jeu qui évolue. Oui, bien sûr, mais je pense que s'il y a un gars qui peut s'adapter à ça, c'est bien Roger. Tu sais, un des meilleurs revers de l'histoire, et encore l'an dernier, avant de faire le premier Grand Chelem de la saison, on lisait qu'il s'entraînait avec un nouveau revers. Donc, on voit que le gars veut absolument s'améliorer, être au sommet de sa forme. Bien sûr que sur le plan technique, sur le plan de l'agilité des teams, des Medvedev ont de l'avance, c'est sûr, vu l'âge et le talent qu'ils ont. Mais on parle de champions Grand Chelem, des gars comme Nadal, comme Federer, je pense qu'ils seront durs à tasser, puis ce ne sera pas les premiers à s'abaisser. Je pense que un des premiers éléments qu'il faudra regarder, comme à chaque année, c'est en Australie. Est-ce que tous les membres du Big Three y seront? Je pense que oui, et j'espère que oui, mais je pense que ce sera un excellent indicateur de ce qui se passera. Si, par exemple, le Federer fait une demi-finale et qu'un Nadal l'emporte, ben là, je pense que le Big Three est bien en selle pour la saison. Sauf que si les 3 sont exclus en 8e de finale, par contre, ben là, je pense que tu as un point intéressant. Ben, ça fait beaucoup de si. Moi, je le souhaite encore une fois. On a passé des belles années avec ce groupe-là. Puis on est content de voir les jeunes qui poussent, mais je sais objectivement de voir la progression des différents joueurs depuis 2 ans, l'état physique, l'âge et tout ça. Et je pense que le Big Three va être décomposé cette année. Tu vois, moi, je l'avais pas réfléchi comme ça, Hugues. Puis je vais répondre à la question, puis je vais enchaîner sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'il reste encore une année au Big Three, mais je l'avais pas réfléchi comme tu l'as découpé. C'est-à-dire, oui, ils vont être encore bons, mais Federer ne sera plus un monstre du top 3. C'est ce que je comprends. Et dans ce sens-là, pour toi, il n'y aura plus de Big Three. C'est un raisonnement qui, quant à moi, fait beaucoup, beaucoup de sens. Moi, je l'ai plus réfléchi à est-ce que un de ces 3 gars-là est-ce que c'est un de ces 3 gars-là ou ces 3 gars-là vont remporter l'essentiel des tournois l'année prochaine? Et j'ai tendance à croire que oui, mais Novak risque. Sépare Grand Chelem des autres tournois. Moi, je te dirais, c'est le découpage, là. Sur les Grands Chelems, je miserais 2 sur 4 pour le Big Three encore. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner assez de tournois pour être dans le top 3. Je pense que Federer va enchaîner des victoires l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner Wimbledon, par contre. Non, mais je trouve ton raisonnement est hyper intéressant, puis moi, je l'avais pas réfléchi comme ça. Mais on verra. Tu sais, je veux dire, moi, ça fait 5 ans que je pense qu'on en a fini avec le Big Three, et à chaque année, ben, le Big Three, il nous prouve le contraire. Alors, et ça fait, j'aurais pas pensé que Federer aurait gagné 2 fois l'Australie il y a quelques années, back-to-back. Alors, je sais jamais à quoi m'attendre avec ce groupe exceptionnel-là. Alors, pour Nico, le Big Three n'est pas mort. Pour Hugues, il est peut-être pas mort, mais il est pas fort. Fait que est-ce qu'on peut vraiment l'appeler Big Three? Ça, c'est une autre chose. Et pour moi, ben on verra. Je pense qu'il reste encore peut-être une année, mais comme Hugues le mentionne, les Grands Chelems, c'est une bébite peut-être un peu différente. Et peut-être que ces joueurs-là partent aussi avec un certain avantage s'ils jouent beaucoup moins de tournois et se concentrent sur les Grands Chelems. Enfin, on verra. Et ça, l'Australie, on ne sait même pas encore si Melbourne va être joué au mois de janvier. Alors, ça, c'est pas fait encore. Messieurs, passons aux surprises et aux joueurs de l'année. Commençons avec nos surprises. Chez les hommes, Nico, je vais commencer avec toi. Quelle est ta surprise chez les hommes? Laisse-moi juste ouvrir mon petit document. Voilà, c'est fait. Surprise chez les hommes, ça a été, on l'a dit, une drôle de saison, puis on en a parlé avec Louis Porfiga tout à l'heure, puis j'ai été un peu chauvin parce que ma surprise à moi, c'est Milos Raonic. Pas parce que j'avais perdu foi en ses moyens, pas parce que je pensais qu'il n'avait plus ce qu'il fallait pour être parmi l'élite mondiale, mais c'est dans la manière dont il a fait abstraction des jeunes joueurs. On parle des Denis, des Félix. Tu sais, on en a souvent parlé. Milos, c'est le genre de gars qui, cette année, a dit à tout le monde, à la planète tennis puis à Tennis Canada, « Hey, ne m'oubliez pas, je suis encore là, je peux donner encore du bon tennis. » Tu sais, j'ai les stats de Milos là, sous les yeux. En début de saison, le 6 janvier, 32e mondial, termine l'année 14e mondial. Fiche de 23-9 cette année, a joué 10 tournois, une finale à Cincinnati, à New York, et 3 demi-finales. Donc, même si Milos a visité l'infirmerie plus souvent qu'à son tour, même si la génération lui pousse dans le dos, il dit non, moi, c'est pas terminé, je suis encore là, puis je peux encore livrer de l'excellent tennis. Puis c'est pour moi une surprise à laquelle je ne m'attendais pas.
Nico, je suis avec toi 100%. Miloš aussi, au-delà du fait que c'est un Canadien, Miloš, c'est une saison, c'est une surprise. C'est le mot, c'est une surprise. C'est une excellente surprise. Il est là, puis effectivement, je pense qu'il veut montrer aux autres jeunes Canadiens qu'il lui aussi est vraiment encore capable. Puis je mettrais aussi Félix dans pas Félix, mais Vachek dans cette lignée-là aussi. Ça a été aussi une surprise. Il n'est pas au niveau classement, mais il a fait une saison incroyable aussi, Vachek. Alors, ta surprise, c'était aussi Miloš, Hugues, c'est ce que je comprends. Dans mon cas, non, c'est pas un tour du chapeau. En tout cas, pas encore, vous allez voir. Moi, j'ai choisi Andrei Rublev comme surprise. Pas parce qu'on l'attendait pas parce que on s'attend pas à ce qu'il fasse des bons résultats, mais s'il y avait quelqu'un qui avait prévu qu'il allait être aussi dominant, 5 titres dans une année où la plupart des tournois ont été annulés, c'est complètement phénoménal. Il a battu les meilleurs cette année. Il a 41 victoires, 2 millions en bourse et il finit l'année dans le top 10. Alors, pour moi, c'est plus de la façon dont il a dominé le tennis qui était surprenant. Et pour cette raison-là, pour moi, Andrei Rublev était ma grande surprise de 2020. Et encore là, je spécifie, c'est pas parce qu'on ne l'attendait pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il est bon, c'est sa capacité à dominer cette année qui m'a particulièrement surpris. Alex, il y a Marat Safin qui t'a challengé aujourd'hui. Le Russe Marat Safin qu'on connaît a dit Andrei Rublev n'a rien accompli encore. Il n'a pas gagné de Grand Chelem, il n'a pas gagné de Masters. Donc, tout reste à faire pour lui. Je suis d'accord avec toi que sa saison d'automne, et c'est comment il a aligné ses victoires cet automne et de la façon dont il l'a fait, Rublev, chapeau. Exact. Il n'a que 23 ans. Alors, les grands chelems, ça viendra peut-être. Dominic Thiem a remporté son premier à 27. Et la nouvelle génération mature à des âges un peu plus matures. Façon de parler, va faire des résultats probants à des âges un peu plus avancés que celle qui était la génération avant. Alors, à 23 ans, c'est encore un tout jeune homme. Puis membre du top 10 et les résultats qu'il a fait. Mais j'ai tendance à dire avec Marat Safin qu'effectivement, il n'a pas encore une carrière qui est digne du temple de la renommée du tennis. Ça viendra. Ça, je suis d'accord avec vous. Plus en série finale à Londres en début d'année. Non, exact. Non, 100% d'accord avec toi. Ouais. Exact. Alors, pour ça, c'était ma surprise. Hugues, j'enchaîne avec toi. Ta surprise du côté des femmes? Écoute, c'est Eugénie. Je suis encore chauvin, mais je l'avais tellement sorti de l'équation, Eugénie, d'un top 100 potentiel ou même d'un top 50 potentiel, selon ce qu'on a vu durant l'année 2020. Je suis renversé par son retour. Je pensais pas qu'elle avait le caractère pour arriver à revenir de cette façon-là. Et elle m'a prouvé le contraire durant toute sa saison 2020. La façon dont elle a joué les matchs, encore une fois, je le répète, les configurations de matchs, revenir de l'arrière, des tie-breaks. Elle a fait face à plein de situations. Écoute, tout est possible pour Eugénie. En 2021, tout est possible. Surprise de l'année, Eugénie Bouchard. C'est un choix qui est tout à fait légitime. Moi, j'avoue que c'est aussi le premier nom qui m'est venu en tête. C'est pas le nom que j'ai choisi. Mais avant que je révèle mon nom, Nico, toi, qui était ta surprise cette année? C'est une Bélarusse de 31 ans qui s'appelle Victoria Azarenka. Commencé l'année 49e mondiale, elle termine 13e, a joué 8 tournois, une victoire à Cincinnati, s'est inclinée 2 fois en finale, dont au US Open. C'est comme si le temps s'était arrêté entre 2016 et l'été 2020. Elle est revenue au sommet de sa forme. Jamais je n'aurais pu croire en un retour d'Azarenka. Elle m'a impressionné. J'ai été flabbergasté par non seulement son retour, mais du fait qu'elle performe puis de la manière dont elle a joué, ça m'a renversé. Donc, pour ces raisons, je lui remets le titre de surprise féminine. Ben, on se rejoint pas loin. Moi, je l'avais dans ma mention honorable, Victoria Azarenka, cette année. Je suis d'accord avec toi. C'est une méchante belle surprise. Et surtout de la façon dont elle jouait avant la pandémie. Elle avait de la misère à remporter 2 tours. Et puis, finalement, on a eu le droit au retour de la championne de Grand Chelem, ni plus ni moins, et elle a performé au plus haut niveau. Il ne faudrait pas se surprendre de la voir revenir peut-être dans le top 5 si elle continue de cette façon-là. Alors moi, c'était ma mention honorable. J'ai pensé également à Eugénie, mais j'ai finalement fait le choix de Swiatek comme étant la plus grande surprise de l'année. Elle a fait un bon classement phénoménal. Elle a été championne
de Grand Chelem, et ça, pour moi, c'était la fille qui sortait de nulle part. Et ça, pour moi, c'était, pour cette raison-là, c'était la surprise de l'année. Maintenant, de son côté, comme on en parlait précédemment, il devra prouver que ce n'était pas une année de feu de paille. Disons ça comme ça. Ben, s'il y a une surprise, ben, c'en était une aussi. Là. Je veux dire, personne n'avait gagé là-dessus. Puis, non, exact. Et tu sais, Eugénie, c'est un choix tout à fait légitime aussi. Là, elle a pris une centaine de rangs. Là. Je pense qu'elle en a surpris plus d'un, pas juste au Canada. Tu sais, on dit on est chauvin, mais je pense que partout dans le monde, et les tournois devaient être contents de voir Eugénie revenir au sommet, parce qu'Eugénie, elle est bonne pour le tennis en général. Très, très marketable. Beaucoup de gens vont être contents de la revoir si ça continue comme ça. Oui. Exact. Messieurs, après la surprise, on va passer d'un côté un peu plus, disons, négatif. Quelle est votre déception de l'année? Je commence avec toi, Hugues. Je vais mettre le numéro 1 mondial, Djokovic. Là, je me lance là, à être déçu du numéro 1 mondial. Ça a été une année en double teinte pour Djokovic. Il y a eu seulement 3 défaites, OK, mais quelle défaite? Il a connu sa pire défaite à Vienne en carrière, on s'en souviendra. Sa défaite sèche en finale de Roland-Garros, sa défaite sèche contre Medvedev au final de l'ATP au Masters. Il y a des trucs curieux qui se sont passés avec Djokovic sur le terrain comme en dehors du terrain. Donc, au niveau du syndicat des joueurs et tout ça, on ne sait plus trop où il se situe aujourd'hui. Il y a eu son incident avec la juge de ligne au US Open. Bon, OK, ça peut peut-être arriver, mais c'était vraiment curieux aussi. Donc, Djokovic, je prends le numéro 1 mondial et je me dis c'est une déception. C'est une année que je comprends pas trop du côté de Novak. Il y a des choses qui sont inhabituelles qui sont passées avec lui. Je vais enchaîner tout de suite, moi, Nico, avant de te laisser la parole, parce que j'ai le même nom. Pour moi, c'était Novak Djokovic. C'est pas nécessairement pour ce qui s'est passé sur le terrain. Puis peut-être que c'est moi qui vois la place du numéro 1 mondial plus gros, puis qu'on devrait se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain, mais je pense que sa position vient avec une certaine responsabilité. Exactement. Pas nécessairement sociale, mais presque. Tu es un modèle, tu as tellement de visibilité. Oui. Je pense que ce qu'il a fait avec son tournoi qu'il a organisé, que c'était son frère qui l'a organisé, il a littéralement mis la vie de gens en danger, disons-le. Là. Il n'a pas respecté les règles sanitaires au retour de la pandémie. Après ça, il y a eu le débat, l'incident avec l'arbitre. On peut débattre là, si c'était si catastrophique que ça. C'est noir sur blanc dans le livre des règlements. Maintenant, peut-être qu'on peut nuancer ça. Ça, c'est un autre débat. Mais puis le syndicat des joueurs, comme tu l'as dit, ça a été au niveau médiatique, au niveau relations publiques, un peu une catastrophe pour Novak. Et pour moi, il est aussi la déception. Et l'autre nom que j'avais en tête, et c'est à peu près pour les mêmes raisons, c'est Zverev. Mais lui, je vais attendre de voir comment toute cette histoire-là va se découler. Pour moi, c'était plus clair dans le cas de Novak, tout ce qui s'était passé. Et puis Zverev, disons que je vais lui donner le bénéfice du doute jusqu'à ce que les choses soient un peu plus claires. Disons ça comme ça, mais ça ne regarde pas bien pour Zverev. Mais quand même, au niveau sportif, je pense que Zverev doit être très déçu de sa 7e place au classement de fin de saison. C'est pas une bonne saison pour Zverev. Les attentes sont élevées, mais il est encore très jeune dans le cas de Zverev. Il ne faut pas l'oublier. Nico, ta déception de l'année? Moi, c'est Zverev. Je vais y aller franc jeu. Oui, Hugues en a parlé, sur le plan tennistique, ça a été so-so, mais vous parliez de responsabilité avec Djokovic. Je pense que quand tu es un futur ambassadeur du tennis, je pense que quand tu as tout ce qu'il faut pour réussir, je pense que quand tu es l'héritier des plus grands joueurs, de la plus grande génération, je pense que quand on voit en toi le futur du tennis, ça vient aussi avec une responsabilité, peu importe l'âge. Donc, de célébrer sur un bateau de croisière en pleine pandémie sans masque, à moins de 2 mètres de distance, de jouer avec des symptômes de COVID-19 à Roland-Garros et de le dire publiquement, c'est aussi, je pense que c'est tout aussi mauvais. Des allégations de violence conjugale qui pèsent contre lui. Alex Zverev a tout pour réussir, mais malheureusement, il est en train de se saboter. Puis c'est pour ça que c'est ma déception de l'année. Oui.
Oui, exact. Et ça, c'est tout à fait, légitime. Et puis, regarde, je pense qu'on est pas mal les trois sur la même page, là-dessus. Et du côté des femmes, messieurs, Nico, as-tu une déception, quelqu'un qui a pas répondu aux attentes, disons? Oui, bien, premièrement, parce qu'elle n'a pas répondu aux attentes et aussi parce qu'elle m'a fait perdre notre premier pool de US Open, je pense. Karolina Pliskova, même si elle a une fiche intéressante de 14-8, a commencé l'année 2e mondiale. Un titre en début d'année à Brisbane aussi, donc tout allait sur des roulettes pour elle. Mais moi, c'est dans les grands chelems qu'elle m'a déçu parce qu'une championne, quand tu es 2e mondiale, tu te dois de performer en grand chelem, c'est mon humble avis. Puis je pense que quand tu es dans l'élite mondiale et que tu es éliminé 2 fois au 2e tour et 1 fois au 3e tour, pour moi, c'est une déception. Quand tu fais partie du top 5 mondial, tu es supposé au moins faire un quart de finale en grand chelem. Ce qu'elle n'a pas fait, pour moi, puis ce qu'on va être une déception. Puis une fille qui a tellement un puissant service aussi, là, peut-être l'un des plus puissants sur le circuit de la WTA. De mon côté, je sais pas, tu sais, si c'était si c'est une déception comme telle, mais j'ai de la difficulté à voir Serena. À chaque fois, je pense qu'elle va finalement remporter son grand chelem pour égaler la marque de tous les temps. Elle n'y arrive pas. Et puis, elle se rend loin quand même dans les tournois, mais elle est ma déception parce que, puis peut-être que c'est moi qui surévalue ce qu'elle devrait faire à l'âge où elle a, là, parce qu'il faut dire que le champ commence à être de plus en plus fort du côté des femmes, mais il reste que pour moi, c'était une petite déception et je la voyais peut-être remporter l'US Open. En fait, je l'avais choisi championne avant le tournoi dans nos prédictions. Alors, dans une année où tout était permis. Exact. Et tu fais tellement bien de le spécifier, c'est que c'est une année où personne n'a de rythme et qui aurait peut-être pu avantager des joueurs avec un petit peu plus d'expérience comme Serena. D'ailleurs, tu sais, Azarenka était un bel exemple quand on en a profité. Hugues, toi, avais-tu une déception du côté des femmes? Svitolina, mais encore une fois, c'est une année... Ça bouge beaucoup chez les filles. Là. Alep, un petit peu, mais elle est quand même 2e. C'est pas une mauvaise année pour Alep. Svitolina a pas tenu son classement cette année. Donc là, elle recule tranquillement. Donc moi, si j'ai une petite déception, ça m'empêche pas de dormir, là, mais Svitolina recule en ce moment. Ouais, c'est un choix intéressant. Puis surtout, elle remporté les finales de la WTA. On commençait à la voir comme une des filles qui s'imposait sur le circuit pour prendre d'assaut le top 10. Et non, c'est un choix qui est tout à fait légitime dans le cas de Svitolina. Et moi, je l'ai rencontré quelques reprises. En plus, c'est une femme qui est incroyablement charmante et très gentille. Un petit bout de femme, mais vraiment pas grande en plus. Très, très gentille. Non, c'est un choix qui est tout à fait légitime. Passons aux joueurs et joueuses de l'année. Commençons avec les femmes puisqu'on y est. Hugues, je vais commencer avec toi. Qui est ta joueuse de l'année sur le circuit WTA? Je vais prendre Osaka parce que ça a été quand même quelqu'un qui a marqué son année pour plusieurs raisons sur le terrain, en dehors du terrain. Ses prises de position courageuses sont bonnes pour le tennis aussi. Moi, j'ai envie de voir des nouvelles générations aimer le tennis comme nous, on l'aime. Et c'est elle qui va aller chercher les 18-34 dont le tennis a besoin. Donc, pour ses performances, pour son classement, pour ses prises de position, Naomi Osaka. C'est un choix qui est encore là tout à fait légitime. Elle n'a pas joué beaucoup Osaka cette année, mais quand elle a joué, elle a marqué les tournois où elle est passée. Nico, de ton côté? Moi, c'est Sofia Kenin. C'est pas une grande surprise là, lorsqu'on a entendu les derniers podcasts, mais quand même, c'est pas par flagornerie. Là. Je pense qu'elle a fait de l'énorme travail cette année. Hugues, tu parles de Osaka, puis c'est aussi une joueuse, c'est mon deuxième choix. Là. Mais à l'inverse, on a une fille en Sofia Kenin qui est extrêmement silencieuse, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui livre la marchandise. Elle a débuté l'année 14e mondiale, elle termine 4e. Elle est à 22 ans, la plus jeune membre du top 5 mondial présentement. A joué beaucoup de tennis, fiche de 24-9. C'est beaucoup de tennis là, dans les conditions, puis quand on compare aux autres fiches, 11 tournois cette année, une victoire en Australie a donné le ton, bien sûr. Victoire à Lyon et finale à Roland-Garros. Pour moi, c'est une année de rêve pour Sofia Kenin. L'année où elle a éclos, et je pense que c'est la première d'une longue série d'années où elle sera considérée comme l'une des meilleures. Puis je pense que oui, je pense qu'elle est là pour rester, Sofia Kenin. Moi, messieurs, j'ai considéré vos deux joueuses et je n'ai
je n'ai pas choisi Naomi Osaka. Ça a été le premier nom qui m'est venu en tête, moi aussi. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, OK, Naomi Osaka. Mais après ça, je me suis dit, OK, je pense qu'elle est plus la personnalité de l'année que la joueuse de l'année. Alors, je vais lui donner le titre de personnalité de l'année. Après ça, je suis allé voir les résultats. Je me suis dit, OK, Sofia Kenin, c'est intéressant. Elle a remporté un Grand Chelem. Elle a fait une finale en Grand Chelem aussi. Alors, Sofia Kenin, je l'ai considérée également. Mon choix s'est finalement arrêté sur Simona Halep. Elle a joué 6 tournois, elle en a remporté 3 et ça, je trouvais ça phénoménal comme statistique. C'est elle qui a remporté le plus de tournois cette année. Ouais, exact. Elle en a 3. Bon, c'est une année un peu atypique, mais quand je regardais Sofia Kenin, elle a joué 10 tournois, elle en a remporté 2. Bon, c'est sûr que tu vas me dire, il y a des tournois importants là-dedans et tu as raison, mais moi, je suis allé au ratio de tournois joués. L'échantillon était très intéressant quand tu gagnes la moitié des tournois de l'année, mais c'est une année tellement, je vais l'utiliser dans ces termes-là, pas rapport. Moi, ma joueuse de l'année, c'est Simona Halep et je pourrais très bien comprendre que quelqu'un me dise que c'est des fabulations. Mais bon, je suis allé au ratio victoire-tournoi ou presque. Là, je suis allé dans ces autres. Ça se défend très bien. Halep, c'était mon 3e choix. Là. C'est drôle que vous ayez tout nommé mes autres choix, mais aussi parce que, tu sais, à 29 ans, on parle beaucoup de la... Ben, c'est ça, 29-30 qu'elle est rendue à Halep, là, ou 28-29-30, du moins. On parle beaucoup de la nouvelle génération, là, des Kenin, des Osaka, mais elle aussi à 29 ans, un peu comme Mila, je dis, hey, je suis pas encore parti, puis je peux encore remporter des gros titres importants, superbement joué cette année. Elle a vraiment été phénoménale à avoir joué dans la manière dont elle l'a fait aussi. C'est encore une belle joueuse qui est agréable à avoir joué. C'est une fille extrêmement énergique aussi sur le terrain, encore extrêmement dangereuse sur terre battue. Probablement la fille sur qui je miserai encore pour Roland Garros l'an prochain. Donc non, superbe choix, Alex. Non, puis tu sais, Osaka, je me disais, elle a joué que 4 tournois. Alors, c'est plus difficile, mais je suis tellement d'accord que son impact a été incroyable. Puis, je veux dire, elle a quand même gagné l'US Open. Alors, ça aussi, c'est un choix qui se défend. Mais c'est une année qui est tellement atypique que c'est ça. Ben, ça donne des résultats. Ça peut donner des résultats un peu plus éclatés que ceux qu'on a. Et du côté des hommes, messieurs, j'ai l'impression qu'on va s'entendre un peu plus. Tu sais, je vais commencer avec toi, Hugues. Ton joueur de l'année chez les hommes? Le premier à briser le plafond de verre du Big Three, Dominic Thiem, 100% mérité. Il est là pour rester. C'est un joueur intelligent, c'est un beau joueur. Quel beau jeu de tennis, là. Revers à une main, ultra puissant, coup droit. Il maîtrise tous les aspects du jeu, mais c'est surtout le fait qu'il brise le plafond de verre du top 3. Là, c'est le premier à le faire. La nouvelle génération montante. Donc, ça a été un choix assez facile. Mais je donne une mention quand même à Daniil Medvedev parce que je me disais, c'est la pire année possible en 2020. Mais quelle fin de saison il y a eu. Donc, je donne une mention quand même à Daniil Medvedev qui est quand même 4e au monde avec cette fin de saison. Mais Dominic Thiem, pour moi, remporte le joueur de l'année chez les hommes cette année. Ben, je vais enchaîner tout de suite parce que c'est mon choix également. Moi, Dominic Thiem, il a été le meilleur joueur en Grand Chelem de l'année. Ouais. Il a effectivement brisé le plafond de verre. Il a remporté un Grand Chelem. Il a fait la finale au tournoi de fin de saison. Puis on sait que c'est un tournoi qui est très difficile parce que bon, t'affrontes les meilleurs. Et il a très bien performé et il a battu les meilleurs des meilleurs. Non, c'est un choix. Moi aussi, c'est mon choix pour le joueur de l'année. Et je serais pas surpris que ce soit effectivement le choix de l'ATP et de l'ITF aussi. Même si Djokovic a été dominant, j'ai hâte de voir avec la saison qu'il a eue d'un point de vue relations publiques si on va lui donner le titre pareil. Est-ce qu'on va considérer que les éléments tennis? Peut-être. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire? Peut-être. Je ne sais pas si c'est ça qui va se faire. Nico, ton joueur de l'année? Je fais cavalier seul parce que je vais voter pour Novak Djokovic. Écoutez, oui, bon, tu l'as dit, il y a eu des échauffourées en dehors du terrain, mais lorsqu'on regarde sa fiche, c'est tout simplement phénoménal. Fiche de 39-3 défaites dans une année, vous le savez, les gars, c'est rien, c'est historique. Premier joueur mondial encore, il est resté tout au long de l'année, a gagné 9 tournois, gagne l'ATP Cup en partant le début d'année, Australie, Dubaï, Cincinnati, aurait probablement gagné le US Open aussi. Gagne Rome, finale à Roland Garros. En plus, crée une nouvelle association des joueurs. S'intéresse à ce mouvement-là aussi qui est plus avec Pospisil aussi. Donc, je pense que oui, il y a eu des hauts et des bas, mais sur le plan purement tennistique,
pour moi, le choix est simple, c'est Djokovic. Ben, pour l'essentiel de l'année, il était tout simplement imbattable. Il n'avait pas perdu avant l'US Open. Bon, il y a eu une pause, mais il reste que jusqu'à l'événement avec l'arbitre, il n'avait pas perdu encore. Alors, ça, on peut pas lui enlever. Et tu as raison que en tout cas, ne serait-ce que d'un point de vue purement tennis, ça se défend. C'est sûr que ça se défend. Oui. Et c'est de plus loin. Écoute, avec 12 000 points au classement, 12 000 points, c'est le plus gros écart entre deux joueurs de tout le top 20. Il y a 3 000 points d'avance sur le deuxième qui est Rafael Nadal. Fait en termes de points, ça ment pas, Djokovic. Bravo au niveau des points. C'est quand même une saison incroyable. Non, ça c'est certain. Et quand on regarde Rafael Nadal à 9 852 3 000, c'est vraiment phénoménal. Et c'est un choix, Nico, qui est tout à fait légitime. Et quand les résultats sortiront, on verra qui avait misé sur le bon choix. Allons-y, messieurs, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Ça, c'est des choix un petit peu plus personnels, pas nécessairement comme je dis, c'est plus personnel. Alors, Nico, j'enchaîne avec toi. Quel est ton coup de cœur de cette année 2020? Mon coup de cœur n'est pas un joueur, n'est pas une joueuse, mais c'est le retrait des juges de ligne lors des séries de l'ATP. Pourquoi? Parce que je pense qu'on était rendu là. Ça fait combien de temps qu'on dit qu'on a la technologie nécessaire pour pallier aux problèmes de précision? On en a fait bon usage, je pense, à Londres. Aussi, on en a parlé aussi, les gars, à l'émission à Rome, à Roland-Garros. Ça fait encore une fois controverse, ces espèces de contestations quand on a la technologie pour pallier à ces contestations. Donc, je pense que c'est dommage là, pour les gens qui vont peut-être perdre leur emploi en tant que juge de ligne. C'est dommage. Là. Mais je pense que pour la vérité du sport, il fallait aller de l'avant, puis ça a été fait, puis chapeau à l'ATP pour ça. C'est un choix hyper intéressant. Moi, ça ne m'a même pas passé par la tête, mais c'est un coup de cœur tout à fait intéressant. Hugues, j'enchaîne avec toi, ton coup de cœur de l'année. Écoute, mon coup de cœur et mon coup de gueule, c'est la même chose. C'est l'Ultimate Tennis Challenge de Mouratoglou parce que je pense qu'il a donné un coup de pied dans l'arbre du tennis qui devait être donné et ça va toucher les juges de ligne dont on vient de parler, ça vient toucher à plein de choses et dans un sport qui ne réussit pas à recruter les nouveaux adeptes en bas de 25 ans ou qui fait très, très difficilement. Donc, pour les raisons pour lesquelles il a fait l'Ultimate Tennis Challenge, j'étais à 100% avec lui. Maintenant, c'est ma déception aussi parce que où on va avec ça maintenant, là? Là, il n'y a pas de suite qui a été donnée. J'ai payé mon abonnement. By the way, je crois que je l'ai payé, je pense, à chaque mois. Donc, je suis un peu déçu que, je disais, comment ça va trouver sa place dans le calendrier, cet événement-là? C'est juste un camp d'entraînement bonifié où on peut essayer des choses. Donc, oui, coup de cœur pour avoir bousculé un peu l'ordre établi et le tennis en a besoin à plein de niveaux. Au niveau diffusion, au niveau format, au niveau juge de ligne et tout ça, engagement social et tout ça, mais déception parce que j'ai peur que son plan soit pas clair pour la suite. Et tout ça va trouver sa raison d'être que si ça s'inscrit dans la durée. Sinon, c'est juste un coup d'épée dans l'eau. Et là, je sens, Hugues, que c'est un peu... T'es tiraillé un peu entre l'expert marketing que tu es et le fan de tennis que tu es quand tu regardes ça. Il y a une espèce d'incohérence. Je vais te poser la question comme ça. Est-ce que tu as quand même réussi à apprécier le jeu en lui-même? Ou pour toi, le spectacle que tu as vu comme fan de tennis, ça t'a pas... ça te laisse un peu indifférent ou voir que tu as été déçu? Dans la mise en marché et la mise en onde, il y avait trop d'éléments dérangeants pour que j'apprécie à 100% ce moment de diffusion de tennis, là. Les surnoms, c'était too much, là. Greek God et tout ça, c'était un carnaval à un moment donné. Donc, il y avait beaucoup d'éléments et tu savais que les joueurs en mettaient un peu plus que d'habitude. Benoît Paire n'a pas besoin d'en mettre plus que d'habitude. Il en a mis plus que d'habitude. Il en met déjà trop à la base. Pardon? Il en met déjà trop à la base. T'as raison, Benoît Paire. Quand on regarde la balance des plus et des moins, autant j'avais envie que ça marche, mais il y a tellement de trucs qui m'ont irrité durant le tournoi que finalement, au net, je dis c'est un échec. Moi, je rebondis là-dessus parce que c'est un sujet qui nous a fait beaucoup jaser, moi et Nico, toute la saison ou presque. Je suis d'accord avec toi.
je pense que le storytelling, c'est l'une des façons les plus efficaces de vendre quelque chose. Mais il faut que tu vendes des vraies histoires. Si tu me vends un Greek God qui n'a rien gagné, et je vais le dire, c'est pas Federer, là, tu passes. C'est un bon joueur, c'est un bel espoir, mais ce n'est pas encore un Greek God. Si tu me vends un Greek God, t'es mieux de me vendre un vrai dieu grec. Si tu me parles de Federer et tu l'appelles le Swiss God, je risque d'accrocher un peu plus. Alors, je pense que de ce point de vue-là, ils ont raté leur cible. Ouais. Moi, j'ai quand même réussi à apprécier le jeu. Mais il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Alors, s'il y avait plein d'autres sports en ce moment, au même moment, est-ce que j'aurais accroché autant? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'overall, comme tu dis, c'est une expérience intéressante. Un laboratoire. Maintenant, cela dit, Mouratoglou dirait probablement que tu n'étais pas son public cible, alors que toi, tu ne sois pas intéressé, ça le dérange peut-être pas, ou en tout cas que tu n'aies pas aimé, ça le dérangerait peut-être pas, mais il n'y a pas sorti de chiffres non plus. Fait que d'après moi, ces chiffres n'étaient pas si bons que ça. Et là, je parle peut-être à travers mon chapeau, il faudrait peut-être l'inviter puis lui en parler, là. Je ne vais pas m'avancer trop, mais en général, si tu fais des bons chiffres dans ta tranche d'âge, tu vas le sortir pour dire, bon, mais regarde, chez les 18-34, on a frappé telle moyenne, et puis c'est exactement ça qu'on voulait. Alors, mais ces chiffres-là, ils ne sont pas sortis. Les chiffres de télé non plus n'ont pas sorti à ma connaissance. Alors, en général, toi puis moi, les trois, on a travaillé en télé. En général, quand tu ne sors pas les chiffres, ça veut dire que ces chiffres-là n'étaient pas très bons. It's the name of the game. Effectivement, s'il avait voulu prouver son point jusqu'au bout, après tout ça, il aurait fallu qu'il donne ses chiffres d'audience 18-34, ses chiffres d'engagement de réseaux sociaux, qu'il les compare avec d'autres tournois de l'ATP comparables, là, si possible. Il l'a pas fait. Donc ça, pour moi, c'est un signe qu'il y a eu un problème. Et il faudrait demander à RDS, mais à ma connaissance, eux non plus n'ont pas sorti leurs chiffres. Et surtout, comme je dis, dans un contexte où il n'y avait absolument rien qui se passait, en tout cas, on ne s'étendra pas beaucoup sur le sujet, mais effectivement, peut-être qu'il y a certaines choses à revoir dans ce cas-là. Moi, mon coup de cœur, j'en ai deux. Et tantôt, je n'ai pas choisi Eugénie comme surprise, mais je l'ai choisi comme coup de cœur parce que la fin de saison qu'elle a connue, c'est une fin de saison qui est marquante. Puis elle mérite qu'on en parlait et elle mérite tous les succès et elle méritait qu'on dise qu'elle est de retour. Alors moi, Eugénie Bouchard, c'est mon coup de cœur au niveau des joueuses, au niveau des joueurs. Et peut-être que c'est un choix chauvin, mais je pense qu'elle mérite mon coup de cœur. Et mon autre coup de cœur, c'est le fait qu'on ait changé le nom de la Fed Cup pour la Billie Jean Cup. Pour moi, Billie Jean, et je l'ai déjà dit au podcast, Nico, Billie Jean est l'athlète la plus importante. Tout sport confondu. Parle-moi de LeBron James, parle-moi de Michael Jordan, parle-moi pour ce qu'elle a accompli. Non seulement sur le terrain, mais également à l'extérieur du terrain. Elle a ni plus ni moins créé la fondation du tennis féminin qu'on connaît aujourd'hui. Et les femmes dans le tennis sont les sportives les mieux payées au monde, ni plus ni moins, et by far. Alors, pour moi, qu'on lui rende hommage de cette façon-là, c'était un méga coup de cœur pour moi cette saison. Alors, Billie Jean King Cup, bravo. C'était mon gros coup de cœur. Nico, Hugues avait comme coup de gueule l'UTS également. Toi, ton coup de gueule, est-ce que c'est l'UTS également? Tu l'haïs pour mourir. Parce que c'était une catastrophe. Et à tout point de vue, je pense qu'on ne parlera pas plus de temps là-dessus. Hugues l'a très bien expliqué, toi aussi. Il y avait trop, ça ne marchait pas. La mise en scène n'était pas bonne. La manière dont on l'a vendu non plus n'était pas efficace. Le résultat était boboche. Si vous voulez réécouter les épisodes 1 à 18 où je chiale sur l'UTS, c'est disponible. Moi, mon coup de gueule, ça aurait pu être Djokovic, ça aurait pu être Zverev, mais j'ai choisi Roland Garros pour leur gestion de la bulle qui a été largement décriée. Et pour moi, dans un contexte où c'est tellement incertain, dans un contexte où il y a des millions de cas à chaque jour encore, que tu ne prennes pas des mesures de sécurité au sérieux à l'intérieur d'un grand chelem, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'inacceptable. Alors ça, pour moi, c'était mon coup de gueule et je ne dis pas ça juste parce que Shapovalov en a parlé, il y en a d'autres qui en ont parlé pour dire qu'il n'y avait tout simplement pas de bulle et ça, c'est joué avec la santé des fans, des fans, des partisans, des joueurs et du staff qui est là et même de ta population en général parce que tu mets des milliers de personnes, et en tout cas, j'imagine qu'il y avait des milliers de personnes sur le terrain, sur le site, c'est inclus
plus le staff et les joueurs et leur équipe, leur entourage, etc. Alors, c'est un nombre de personnes qui est assez gros pour créer un nid de pandémie également. Alors, ça, pour moi, c'était mon coup de gueule de l'année. La gestion par Roland Garros de la bulle. Oui. Messieurs, on termine avant de passer à notre entrevue avec Louis Borfiga. On va lui poser des questions sur son évaluation des joueurs canadiens et canadiennes et de la saison en général. Avant qu'on se lance sur les joueurs et joueuses canadiennes de l'année, Nico, je vais te demander ton appréciation de cette année. Quelle est ton évaluation de l'année canadienne sur le plan tennistique? Ben, que dire de plus que satisfaisant? Je veux dire, on s'attendait pas à de tels résultats. Je pense que tout le monde a livré la marchandise et encore mieux. Là, en début d'année, on en a parlé de Miloš aussi. Eugénie qui a fait des finales et on s'attendait, une finale et on s'attendait pas à ce qu'elle en fasse une. Denis et Félix qui se sont rapprochés dangereusement du top 10, top 15. Je pense que pour ça, c'est scellé. Maintenant, je pense que pour moi, mon joueur de l'année chez Tennis Canada, c'est Vasek Pospisil. Pourquoi commencer l'année 148e au monde, la termine 61e dans le top 100 mondial? Pas qu'on doutait de ce qu'il pouvait faire, mais je pense qu'à ce point-là, c'est une surprise. Fiche de 16-10, a joué 10 tournois, finale à Montpellier, finale à Sofia, quart de finale au US Open, a été aussi avec Djokovic dans la nouvelle association des joueurs. Année complète, année marquante pour Pospisil et c'est mon joueur masculin de l'année chez Tennis Canada. Un choix qui se défend très bien. À chaque fois qu'on pense qu'il est hors du décor un peu, Vasek, il nous surprend et comme je l'ai dit souvent, c'est un espèce de Dragon Slayer. Puis je suis bien content de le voir performer aussi bien cette année. C'est une année qui est excellente. Hugues, ton joueur de l'année ton évaluation de cette année canadienne et peut-être ton joueur grand cru, grande année. On est une puissance du tennis mondial maintenant. On peut le dire. C'est établi là, avec la Russie, avec l'Espagne, avec la France, mais le Canada est rendu au sommet du tennis mondial maintenant. Louis Borfiga, qui est l'architecte du programme de développement de l'élite, va nous parler dans quelques minutes. C'est admirable ce qu'on a réussi à accomplir. Et ce qui m'a plu cette année, c'est qu'il y a deux générations qui se challengent et qui réussissent ensemble en ce moment. T'as Félix, Denis et t'as Miloš et Vasek qui est revenu. Écoute, c'est incroyable. Là. Donc, on dit c'est une génération, mais là, il y a deux générations. Et chez les filles, c'est pareil. Il y a Bianca qui va revenir. Là, t'as Leila qui arrive et Eugénie qui revient contre toute attente. C'est une année fabuleuse pour le tennis canadien, dans une année compliquée. Mais j'ai bien hâte à 2021. On est au sommet de l'échiquier mondial en ce moment. Tout à fait d'accord. Et avant que je te demande ton choix de joueur de l'année, je lance ça comme ça. Là, mais si on organisait une série du siècle Canada-Russie au tennis, je lance ça comme ça. Dans quelques années, tu sais, s'il y a vraiment une rivalité, là, ça pourrait être intéressant d'ici. Je lance ça comme ça. Je dis ça comme ça. Un espèce de match hors concours en showcase. Là. Je ne sais pas si ça pognerait. Moi, je regarderais, ça, c'est sûr. Ton joueur de l'année, Hugues, chez les hommes? Chez les hommes au Canada, c'est Miloš Raonic. C'est un choix qui se défend et c'est le mien également. Il a connu une belle année. C'est lui qui a été le plus constant cette année au niveau de ses résultats. Et on peut bien parler, si on veut, de la nouvelle génération, mais Miloš, il finit aux abords du top 10 mondial, alors qu'il a raté des tournois en plus à la reprise du jeu parce qu'il était blessé. Il a fait des résultats très probants en Grand Chelem et en Masters 1000, on le voit là, à la fin de l'année, une demi-finale à Paris. Il a bien fait également en Russie. Et puis bon, au Masters 1000, il a perdu à Cincinnati, il a perdu en finale. Il a fait 3-7. Alors c'est tout à fait honorable contre Novak Djokovic, qui à ce moment-là n'avait pas perdu un match encore cette année. Exact. Alors, pour moi aussi, Miloš Raonic, c'est le joueur de l'année et je pense que ça lui revient. Vasek est un choix légitime. J'ai regardé Shapovalov aussi parce que Shapovalov a eu d'excellents flashs. Pour moi, pour la constance et pour le rapport victoire-défaite dans une année un peu spéciale, le joueur de l'année pour moi va à Miloš Raonic. Du côté des femmes, j'ai l'impression qu'on risque peut-être d'avoir, comme tu as dit, Nico, tantôt autour du chapeau. Nico, chez ta joueuse de l'année, c'est qui?
Ben, qui d'autre qu'Eugénie Bouchard? Commencé l'année 262e, la termine 141 à l'intérieur du top 150, qui est un bond ahurissant pour elle dans la situation dans laquelle elle était en début d'année. Fiche finale de 15-8, ce qui est excellent pour elle. Laissez passer à Roland-Garros. Perd au 3e tour. Alex, tu l'as dit tout à l'heure, contre l'éventuel championne en titre. A joué 5 tournois, quart de finale à Prague, finale à Istanbul. Un jeu relevé, on avait l'impression de revoir la Eugénie, oui, des beaux jours. Et pour moi, ça a été vraiment une année marquante pour elle. Puis on va s'en rappeler longtemps de cette année, de ce comeback tant attendu pour elle. Et c'est cette année que ça s'est fait. Hugues, es-tu d'accord avec Nicolas Richard? Égalité entre Leila et Eugénie. J'ai pas pu choisir parce que les deux, si vous regardez, ont progressé du même nombre de places. Environ 80, là, si je me trompe pas. Donc, c'est la même progression, mais je donne un petit avantage à Eugénie parce que c'est plus difficile de revenir que de monter la première fois. Donc, Eugénie a un petit avantage sur son retour qu'elle fait en ce moment. Quand on est en progression, on dirait qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter, mais de descendre et de remonter à ce niveau-là. Donc, Eugénie, chapeau. Bon, ben, so much pour l'unanimité, parce que moi, j'ai choisi Leila Fernandez. Elle a fini au 88e rang. Elle a fini devant Eugénie Bouchard. Elle a connu un excellent début de saison. Et pour moi, ben, c'est une jeune femme de 18 ans qui est déjà la joueuse de l'année en l'absence de Bianca Andreescu, qui aurait... En tout cas, c'est bon, on ne saura jamais, elle n'a pas joué, mais pour moi, c'est la joueuse de l'année. Je pense que pour tout le monde, c'était assez serré. J'ai considéré Eugénie aussi, mais parce qu'elle a terminé à l'intérieur du top 100. Pour moi, ben, Leila Fernandez est la joueuse de l'année au Canada. Et ben, tant mieux pour elle. Et puis, ben, Eugénie, c'est un choix qui se vaut très bien. Alors, Eugénie, presque à égalité avec Leila Fernandez pour Hugues. Eugénie pour Nicolas Richard et moi, ben, j'ai choisi Leila Fernandez. So much pour le tour du chapeau. Ce sera pour une autre fois, messieurs, l'unanimité ici. Parlant des joueurs canadiens, messieurs, on va passer à Louis Barfiga, qui est notre invité. On passe à notre invité. On est hyper choyé parce qu'on reçoit, je vais le dire, un génie du tennis avec nous, monsieur Louis Barfiga. Qui fait une petite face d'humilité un peu, mais il faut le dire, quand même bâti 2 générations exceptionnelles de tennis, celle en France et possiblement celle à venir au Canada. Et les résultats sont déjà probants dans le cas du Centre national de tennis. Merci monsieur Barfiga de venir faire une partie de cette revue de l'année avec nous. Oui, c'est un plaisir. Écoutez, monsieur Barfiga, on va commencer peut-être. Quelle est votre évaluation de l'année canadienne au tennis cette année? Ben, je dirais d'abord que c'était une année un petit peu spéciale avec tout ce qui est arrivé, mais en fait, les joueurs et les joueuses ont quand même pu disputer quelques tournois. Je dois dire qu'en général, le bilan des joueuses et des joueurs canadiens est très positif. Il y a eu de très bons résultats, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. Donc, malgré une année, je dirais, un peu tronquée, les résultats sont quand même vraiment satisfaisants. Est-ce qu'on est en avance sur, j'oserais dire le plan, c'est difficile de faire un plan pour des joueurs professionnels qui sont chacun des individus différents, mais est-ce qu'on est en avance sur ce qu'on avait évalué en termes de résultats si on compare à il y a 5 ans, par exemple? Oui, je pense qu'on est en avance, que ce soit donc chez les femmes et chez les hommes, parce que il est évident que l'année dernière, comme vous le savez, Bianca a gagné un grand chelem, plus 2 gros tournois, Toronto, Indian Wells, donc on est en avance parce qu'on ne pensait pas possible de gagner un grand chelem si tôt. Et gagner un grand chelem pour une fédération, c'est un petit peu ce que l'on attend, ce que l'on espère. Et là, ça a été réalisé, donc ça, c'est sûr qu'on est en avance sur nos prévisions. Et puis, je dirais, chez les hommes, on est en avance aussi parce qu'on a une génération assez exceptionnelle qui suit la génération, je dirais, Milos, avec, comme vous le savez, Denis et Félix, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Ils ont 20 ans et 21 ans et ils sont déjà dans les 20 premiers au monde, ce qui est assez exceptionnel. Il n'y a pas de pays qui a 2 jeunes aussi forts, classés aussi haut. Donc oui, en général, on est bien lotis, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça augure de belles années puisque nos joueurs sont encore jeunes, que ce soit chez les filles, Bianca, Leila, et chez les garçons avec Denis et Félix. Et du côté masculin, tu n'étais pas sans savoir que si on compare avec la Russie, par exemple, en ce moment, on est dans une position avantageuse. Donc, avec 3 joueurs dans le top 21, là, c'est quand même, on est la nation de tennis qui est la mieux dotée dans le top 20 en ce moment masculin.
Oui, tu as raison, Luc. On est la nation avec la Russie. 3 joueurs dans les 21 premiers, ce qui est quand même un sacré exploit d'avoir 3 joueurs dans les 21 premiers. Quand on sait quand même aussi l'histoire du Canada qui par rapport à des nations qui ont je dirais, qui ont plus de tradition, et c'est pas péjoratif dans ma bouche de dire ça, des nations comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la France, comme, je dirais, les États-Unis, l'Australie, d'arriver à devancer des pays comme ça, c'est quand même un sacré exploit. Est-ce que, bon, nous, évidemment, on vit le tennis canadien de l'intérieur. Est-ce que vous sentez à l'international que les autres nations nous regardent? Ça, c'est incroyable. C'est une très bonne question parce que on ne peut pas s'imaginer comment le tennis canadien est perçu au niveau international. Ça, c'est vraiment quand les entraîneurs canadiens se baladent sur les tournois, quand je vais sur les tournois, c'est incroyable. C'est incroyable comment maintenant le tennis canadien est respecté. Puis c'est incroyable la question qui revient sans arrêt, comment vous faites? Évidemment, on ne le dit pas. Faut pas. Mais c'est vrai que c'est la question qui revient sans cesse. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'avoir autant de bons joueurs? Parce que, à mon avis, ce qui rend l'exploit encore plus grand, c'est que c'est les filles et les garçons. Souvent, il y a un pays, tout d'un coup, il a de très bonnes filles, puis après de très bons garçons. Mais ensemble, c'est rare, c'est très très rare. Donc ça, c'est vrai que ça donne, ça, je dirais que les étrangers trouvent ça à la limite incroyable parce que c'est filles et garçons. Donc on est extrêmement bien perçus. Et on est souvent interrogés quelles sont vos méthodes, comment vous y prenez, et puis aussi on peut mesurer l'impact au nombre de demandes d'entraîneurs étrangers que je reçois qui veulent venir travailler au Canada. Ça, c'est aussi un signe parce que c'est signe de, je dirais, de bonne santé d'un sport quand on veut venir ajouter sa pierre à l'édifice. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est fait dans un contexte où la population n'a rien à voir avec celle des États-Unis ou celle de la France, par exemple. Alors, c'est phénoménal de voir les progrès du Canada. Et j'entendais Jimmy Connors parler sur le podcast anglophone de Tennis Canada et il disait justement la question, je ne sais pas ce que vous faites au nord du pays, mais ça fonctionne. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne remarque. Mais honnêtement, des fois, je me dis, mais même moi, je me dis, mais comment on fait? Comment est-ce possible qu'on ait eu autant de résultats? Donc, ouais, pour répondre à la question, je pense que on a travaillé très fort avec une structure solide, avec un esprit d'équipe aussi très fort au niveau des entraîneurs, au niveau de notre board director. Aussi, on a eu aussi la chance d'avoir des talents, que ce soit au départ, avec Eugénie, avec Milos, avec Vasek, puis ensuite avec la fédération, Bianca, Leïla, évidemment Denis, puis j'en oublie Denis Félix. Mais ceci étant dit, ce dont on peut être fier, c'est qu'on a réussi à exploiter les talents que l'on avait. On avait des bons talents, mais on a réussi à les faire fructifier, puis à les aider à atteindre leur potentiel. Louis, ce qui m'a plu cette année particulièrement, c'est de voir aussi la génération précédente qui a eu une année incroyable. Je pense à Miloš, je pense à Vasek, je pense à Eugénie qui a eu une fin d'année aussi hyper intéressante. Donc, on a 2 groupes d'âge là qui ont bien performé aussi cette année. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ça vient du fait que les jeunes poussent. Et ça, je dirais, c'est l'émulation. Les deux se font la compétition. Les je dirais, et puis les jeunes, et ils se poussent entre eux parce que le fait que Eugénie ou Milos et Vasek reviennent, ça va pousser Bianca, Leïla. Et en fait, c'est ça que je recherchais, c'est un esprit de compétition entre les Canadiens pour qu'il y ait une saine compétition à l'intérieur du pays, de façon à ce qu'ils se poussent les uns les autres, vouloir encore plus, vouloir encore mieux, et puis ne pas avoir de limite dans les ambitions. Louis, en quoi l'année particulière qu'on vit en ce moment a affecté le Centre national de développement d'entraînement? Est-ce que ça a changé vos façons de faire? Vous êtes adaptés comment cette année? Oui, on a dû s'adapter. On a dû s'adapter premièrement parce que on a perdu pas mal d'entraîneurs dans nos divers centres, que ce soit à Vancouver, à Toronto ou à Montréal. Puis ensuite, évidemment, on a dû
On a dû adapter nos entraînements, c'est-à-dire essayer de faire mieux avec moins. C'est pas facile, mais c'est toujours pareil. La qualité d'un entraîneur et d'un manager, c'est de rebondir et de s'adapter à toutes les situations. Il faut surtout pas, disons, se plaindre de notre sort, dire oh là là, avant c'était mieux, mais dire bon ben, maintenant comment on peut faire pour ne pas sacrifier une nouvelle génération? Comment on peut faire pour aider la nouvelle génération? C'était le défi que l'on avait. Et c'est le défi qu'on essaie de relever aujourd'hui. Mais bon, je dirais que quand même, je pense qu'on y arrive, mais c'est l'avenir qui nous dira si on a vraiment eu, si on a été pénalisé ou pas. Et vous parlez d'avenir, bien sûr, et avec Hugues, on vient de parler des succès de Denis, de Félix, de Bianca. Est-ce que vous sentez que même si ces jeunes athlètes sont au tournant de la vingtaine, déjà, ils inspirent une nouvelle génération? Oui, bien sûr, ils inspirent une nouvelle génération, c'est évident. C'est évident. Et c'est aussi, maintenant, je dirais, la richesse du tennis canadien, c'est qu'ils ont des exemples devant eux. Quand on a 15 ans, quand on a 16 ans, le fait d'avoir des Bianca maintenant, des Félix, des Denis, des Leila, ça aide beaucoup et ça aide pour une raison simple. Prenez les jeunes qui sont aujourd'hui au Centre national. Ils sont assis à la même table à l'école que Félix, Bianca l'était avant. Et alors, dans leur tête, ils se disent, s'ils l'ont fait, pourquoi je ne le ferai pas? Et ça n'a pas de prix, ça. Quand je dirais que les succès amènent des succès, et il est évident que, comme vous l'avez dit, les Bianca, les Félix, les Chapovalov, ils inspirent je dirais, la future génération qui arrive par leurs résultats et par leur ambition. Et comment est-ce qu'on fait? Bon, Tennis Canada, c'est un organisme qui vise à développer des jeunes talents et à faire la promotion du tennis. Mais une fois que les athlètes sont rendus sur le circuit professionnel et qui volent de leurs propres ailes, comme Félix, comme Bianca, etc., quel devient le rôle de Tennis Canada auprès de ces athlètes-là? Bon, je dirais, il faut être honnête quand ils ont atteint leur potentiel, quand ils sont professionnels, ils volent de leurs propres ailes et le rôle de Tennis Canada est amoindri. Ce que l'on peut faire, c'est garder un contact avec nos joueurs professionnels. S'ils ont besoin de conseils, c'est leur donner des conseils, les suivre et puis aussi les encourager. Voilà le rôle d'une fédération par rapport à leurs joueurs professionnels et puis ensuite évidemment les encadrer en Coupe Davis ou dans la Coupe Billie Jean King, ça c'est certain, mais il est évident qu'après ils volent de leurs propres ailes et puis moi j'estime que le rôle de fédération s'arrête quand le joueur devient un professionnel et qu'il gagne assez d'argent pour pouvoir voler de ses propres ailes. Louis, si on va un peu plus spécifiquement sur la saison des garçons et des filles, est-ce qu'il y a des faits saillants ou des commentaires que tu voudrais faire sur la saison de cette année et les performances individuelles? Commençons par les filles. On peut dire que celle qui m'a donné le plus de satisfaction, c'est Leila Fernandez. Elle est quand même encore junior, il ne faut pas l'oublier, elle aurait pu jouer Roland Garros junior. Oui. Elle est aujourd'hui 70e, aux alentours de la 70e place à la WTA. Elle a quand même gagné 2 tours à Roland Garros. Elle a fait finale d'un tournoi WTA, donc elle a été assez impressionnante. Elle a quand même réussi de passer de la 300e place à la 70e en ayant très peu de tournois, parce qu'il y a beaucoup de tournois qui ont été annulés. Donc elle, ça a été la grosse satisfaction de l'année. La deuxième, et qui est très sympathique, c'est le retour de Eugénie qui sur la fin quand même fait finale d'un tournoi, joue très très bien Roland Garros et puis ça augure bien pour l'année qui arrive. Donc voilà les deux satisfactions, Leila et puis Eugénie. Au niveau des garçons, je dirais que celui qui m'a vraiment pas impressionné, parce que c'est pas la première fois que je dis du bien de lui, c'est Milos. Milos a quand même fait, si on regarde bien son année, si on analyse bien son année, il a fait quand même une super année en faisant demi-finale d'un Grand Chelem, finale d'un Master Series, 2 finales d'un Master Series. Donc Milos, cette année, je dirais, il a joué du très très bon tennis et je dirais même qu'il a amélioré son jeu. Dans l'année, j'ai trouvé qu'il jouait mieux que l'année dernière ou que les 2 années auparavant. Donc il a amélioré son jeu. Ça a été vraiment une
belle surprise Milos. Et ensuite, évidemment, Vasek aussi. Vasek a fait quand même 2 finales dans l'année. 2, ça c'est quand même pas rien, quoi. Il a fait aussi un très bon US Open. Donc, comme tu disais avant, Hugues, ben, les anciens, ils ont vraiment assuré cette année. Et ils ont poussé les 2 jeunes. Ben, Denis aussi s'est rapproché quand même de la 10e place. Il est 11e ou 12e. Donc, Denis a eu vraiment de très, très bons moments sur le circuit durant l'année. Et Félix, ben, il a continué sa progression, je dirais. Il a fait quand même 3 finales. Donc, si on regarde bien, que ce soit les filles et les garçons, je pense que ça a été une bonne année où on peut constater une chose aussi simple, c'est que ce soit les 2 filles que j'ai citées, les 4 garçons, ils ont chacun joué des finales. Oui. Joué des finales, donc ça veut dire qu'il y avait 6 Canadiens différents sur les finales du circuit professionnel, filles ou garçons. Donc ça, c'est quand même un bon résultat d'ensemble. Si vous le voulez bien, j'aimerais ça qu'on revienne quelques instants sur Layla. Vous l'avez nommé en premier. Elle a connu un début de saison phénoménal, finale à Acapulco, vous l'avez dit, quart de finale le tournoi suivant. On sait que Layla avait beaucoup de talent. Depuis longtemps, on le sait qu'elle émergera. La question était de savoir quand. Est-ce que pour vous, c'est plus tôt que prévu ou tout tombait à point? C'est un peu plus tôt que prévu. Je pensais qu'elle atteindrait, je dirais, entre la 120 et 150e place cette année. Elle a fait mieux que je pensais. Alors pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, elle a du talent. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'ambition. Elle ne se fixe pas de limite. Elle a peur de rien. Donc ça aide. Quand on a peur de rien et qu'on n'a pas de limite, ben, on renverse les montagnes. C'est ce qu'elle a fait cette année. Puis il ne faut pas oublier qu'en Coupe Billie Jean King, en début d'année, elle a quand même battu Bencic, qui était 6e au monde quand elle a battu. Puis je peux vous dire que c'est un sacré match. J'étais présent et là, c'était du gros tennis. C'est pas Bencic qui jouait mal, c'était Layla qui avait hissé son niveau de jeu. Donc oui, Layla, elle a un mental très fort, très 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 fort. Elle est très forte mentalement, une grosse motivation et elle a aussi une qualité que je trouve essentielle, c'est qu'elle aime jouer au tennis. C'est peut-être bête ce que je dis là, mais elle aime jouer au tennis. C'est une de celles qui aime le plus jouer au tennis. Elle adore jouer au tennis, ça c'est important. Ouais. Moi, j'ai 2 questions pour enchaîner. Je vais enchaîner avec la question que je vais appeler la question Nicolas Richard. Parce que s'il y en a un qui n'a pas abandonné sur le cas Eugénie Bouchard depuis quelques années, c'est mon collègue Nicolas qui, à chaque fois qu'il gagnait un point et un set, confirmait le retour d'Eugénie Bouchard. Mais là, la question, je la pose, M. Barfiga. Est-ce que Eugénie est de retour? Oui, elle est de retour parce que son niveau de jeu le démontre. En tennis, on peut parler de classement tant qu'on veut, mais tant qu'il n'y a pas le niveau de jeu, ben, on arrivera à atteindre un bon classement. Et puis elle a démontré sur la fin de l'année que c'était pas un hasard sa finale à Istanbul. Elle a confirmé à Roland-Garros. Dommage que l'année se soit arrêtée parce qu'il n'y avait plus de tournoi. Mais elle jouait du très bon tennis. Elle était vraiment redevenue une athlète. Et son tennis c'était pas amélioré, mais conforté. Elle était beaucoup plus solide, donc elle est revenue, c'est certain. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle a gagné plusieurs matchs. Moi, c'est ça qui m'a confirmé qu'elle était de retour. Elle est revenue de l'arrière, elle a gagné des tie-breaks, elle a joué dans toutes les configurations de match et elle a réussi à trouver une solution presque tout le temps. Moi, c'est vraiment ça qui me fait. Oui. C'est vrai qu'au niveau mental aussi, elle a été très bonne parce qu'elle a gagné beaucoup de matchs de justesse en revenant au score. Exact. Ça prouve qu'elle aussi, elle avait une détermination pour revenir, mais qui l'a vraiment aidé à faire de très bons résultats. Ouais, puis même au-delà de la... Tu sais, Hugues parle de la manière, c'est tellement intéressant parce que j'avais l'impression de revoir la Eugénie de 2014-2015, même dans la manière de jouer, c'est-à-dire frapper la balle extrêmement rapidement, était explosive, belle variété de coups, était rapide en jambes. Est-ce que vous pensez que ça a été un avantage pour elle de jouer plein de tournois de manière consécutive pour pouvoir justement amener ce momentum? Oui, bien sûr. Rien ne remplace la compétition et l'enchaînement des matchs. Il n'y a absolument rien qui va remplacer ça. En fait, ce qui manquait un peu à Eugénie les années précédentes, c'est qu'elle n'arrivait pas à enchaîner les matchs. Du moment qu'elle est arrivée à enchaîner les matchs, elle a retrouvé son niveau, elle a retrouvé la confiance. Parce que c'est la confiance qui lui manquait quand on ne gagne pas. Vous savez, quand il y a un point important, au lieu de son bras, on retient un peu son bras au lieu de le lâcher, puis la balle sort de justesse, et puis ça fait la différence sur un match. Elle avait retrouvé un petit peu, je dirais, cette faculté de bien jouer les points importants. Et puis, voilà. Puis la confiance est revenue, puis les succès aussi.
Moi, je voulais vous faire commenter aussi peut-être les performances de Gabriela Dabrowski qui passe un peu dans l'ombre parce que, bon, pour une raison qui m'échappe un peu, le double est toujours dans l'ombre du simple. Peut-être nous parler un peu de la saison de Gabriela puis des performances parce qu'elle fait bien quand même en double. Oui, on peut dire qu'elle est constante, que ce soit en double ou que ce soit en double mixte, quand elle peut jouer le double mixte sur les grands chelems. Donc, elle a atteint maintenant, je dirais, un très bon niveau. Je dirais même un excellent niveau qui lui permet d'être performante sur pratiquement tous les tournois, d'être dans le dernier carré, de jouer des finales, de gagner des tournois. Donc, c'est vrai que je dirais que c'est une valeur sûre du circuit féminin en double, ça c'est certain. Clairement. Louis, pourrais-tu nous faire un petit point sur Bianca? On a très hâte de revoir tout le monde. Est-ce on peut s'attendre à certaines choses pour 2021 déjà? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle s'entraîne depuis 2 mois. Elle a repris par de l'entraînement physique pour pouvoir évidemment retrouver toutes ses sensations. Puis là, elle joue au tennis aussi. Elle s'entraîne tennistiquement. Donc, on peut penser qu'on aura de très très bonnes surprises en 2021. Parce que, il est évident que moi je la considère comme la numéro 1 au monde. Il n'y a pas une joueuse de son niveau. On l'a vu cette année. Pour moi, il n'y a pas une joueuse qui a autant de talent que Bianca. Donc, quand elle aura retrouvé toutes ses capacités physiques, elle va revenir relativement vite. Mais il va falloir lui laisser quand même un peu de temps parce que quand on n'a pas joué depuis 1 an et quelques, il faut retrouver un petit peu la compétition. Il faut retrouver, vous savez, je dis pas réapprendre, mais se réhabituer à jouer les moins importants. Mais bon, en moi, elle aura retrouvé son niveau, puis elle va retrouver son rang qui est, à mon avis, dans les tout meilleurs. Si c'est meilleur. Et de mon côté, je voulais enchaîner peut-être avec Félix. Je pense que au final, il a eu une très bonne année. Je veux dire, il est encore très jeune et il performe très bien. On l'a vu perdre quelques finales. Qu'est-ce que ça va lui prendre pour être champion sur un tournoi de l'ATP? Disons que l'important déjà, c'est de les jouer les finales, de les atteindre. Donc, atteindre les finales, pour moi, déjà, c'est un très bon signe. Après, vous savez, quand il va en gagner une, il va en gagner 10 d'affilée. Maintenant, il est évident que Félix, ce qu'il doit maintenant, c'est viser l'année prochaine les 10 premières places au monde. Pour cela, il a encore du travail à faire dans le domaine technique, dans le domaine physique. Il doit gagner en expérience. Donc, il lui reste encore du chemin à faire pour atteindre ses objectifs. Mais au niveau de gagner une finale, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Moi, ce que je voudrais, là, ce que je veux, son tennis s'améliore, qu'il améliore certains aspects de son jeu pour pouvoir être performant et atteindre les 10 premiers joueurs au monde. Parfait. Dernière question, Louis, j'aimerais que si tu veux bien nous parler du programme Rebâtir, l'élimination de tennis. Comment ça va? Est-ce que le public embarque? Comment on peut contribuer et tout ça là? Ouais, il fallait rebâtir donc une nation de tennis, que tel était le slogan. Ouais. Au niveau du haut niveau, je pense qu'on s'est donné 2-3 objectifs et ça marche bien, ça marche plutôt bien. On a ciblé les priorités et puis c'est évident qu'au niveau de l'engouement du tennis, ça marche aussi très bien parce que c'est un des sports qui actuellement peut se pratiquer. Certains n'ont pas la chance de pouvoir se pratiquer. Donc là aussi, ça va bien, l'engouement est bon. Oui, on peut dire que le Canada, il est quand même dans une bonne spirale au niveau de notre sport. Donc, on arrive à rebâtir, je dirais, relativement, pas facilement, mais on y arrive. Ouais. Monsieur Barfiga, merci beaucoup pour votre intervention. On se souhaite une année 2021 un peu plus normale pour tout le monde, une Coupe Rogers peut-être. Et merci infiniment pour votre temps. Et merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Louis Barfiga, quel être très gentil et généreux de son temps de nous donner une belle demi-heure d'entrevue. Messieurs, on arrive à la fin. Avant qu'on se dise un petit bye-bye jusqu'au mois de janvier, à la reprise, en tout cas, espérons-le, des activités dans un contexte peut-être un peu plus normal. Nico, tu t'attends à quoi pour le tennis en 2021?
Ben, je m'attends à un retour fracassant dans le sens où j'espère. Je pense pas qu'il y ait de. Si le tournoi d'Australie se joue en janvier, je pense pas qu'il y ait de partisans. Du moins, on l'espère, mais je pense que ça va être un peu serré. Sinon, je pense qu'on va être dans la continuité. Je pense que Djokovic sera le favori en entrant dans la semaine du tournoi d'Australie. Je pense que là-dessus, il y a nul doute. Je prévois aussi un excellent début d'année pour nos Canadiens. Peut-être une demi-finale, Denis, Félix, qui sait, mais je pense qu'il y a un momentum pour ça. Du côté des dames, ben quoi souhaiter d'autre qu'un retour de Bianca Andreescu? Je pense qu'on l'attend, ça fait 1 an ou presque. Là. Vivement un retour pour Bianca en santé. Puis qui sait, pourquoi pas, elle qui est championne Grand Chelem, on parlait de l'avantage et de l'expérience Grand Chelem, pourquoi pas un long parcours en Australie? Vois-tu un titre canadien du côté des hommes? Oh, il faut. Je pense que ça va être cette année. Je pense que ça va. Oh, il faut. Que ce soit Denis ou Félix ou même Miloš, pourquoi pas. Oh, ils vont l'avoir. J'ai aucun doute là-dessus. Je ne pourrais pas dire quand et où, là, mais pour moi, c'est sûr qu'il y a non pas un, mais plusieurs titres pour les Canadiens et Canadiennes. Hugues, quand vous achetez pour l'année tennis 2021? Début d'année très incertain en ce moment. 18 janvier, normalement, ça commence à Melbourne, mais c'est complètement, c'est pas arrêté encore. On parle de bulles avec les 3 villes habituelles, Perth, Adélaïde et Melbourne, mais c'est pas réglé, donc ça se peut que ça joue beaucoup plus tard au printemps, donc on risque d'être un peu en attente là, de ce côté-là. Pour moi aussi, j'ai très, très hâte de revoir Bianca. On est resté sur notre fin après cette explosion en 2019. On veut la voir encore. Et je pense qu'elle peut bousculer le tennis féminin de façon durable. Elle a tout ce qu'il faut au niveau physique, mental. Ça peut être une très, très, très grande championne qui va durer aussi, Bianca Andreescu. Et je m'attends aussi à une année fabuleuse du côté des hommes. On est gâtés avec Félix, avec Chapeau. Vachek, s'il peut continuer comme ça, et Miloš, pourquoi pas. Je pense qu'on va avoir une année qui va être un régal 2021 pour le Canada, encore une fois, au tennis. Ah, ça augure bien, puis je pense que 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 risquent d'être très intéressantes. Moi, je vais y aller avec une prédiction, messieurs. Je pense que Félix Auger-Aliassime va finalement remporter son premier titre. Il est là. Il est rendu là. Et puis, il en manque pas gros. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut sur son année. Il a eu une bonne année en perspective. C'est encore un jeune joueur et puis il va le remporter son premier titre. En 2021, c'est ma prédiction. Et je pense, comme Nico, que c'est une année dans la continuité encore. On verra ce que le Big Tree va faire. On en a parlé précédemment, mais il est certainement pas, en tout cas, effacé de la map parce qu'il est encore considéré comme un Big Tree, comme Hugues l'a dit. Ça, c'est une autre question, mais on verra. Messieurs, avant qu'on se quitte, je veux prendre le temps de vous remercier. Nico, tu as accepté presque aveuglément d'embarquer dans ce projet-là pour la première année. On est parti du « Hey, ça te tente-tu, puis t'es-tu game », puis ça a été ça. Puis Hugues s'est joint à nous en cours de route parce que Hugues est un maniaque de tennis. Il a dit « Hey, les gars, j'aimerais ça embarquer avec vous ». Puis nous, on l'a accueilli à bras ouverts. Et pour ça, Hugues, je veux te remercier. Et Nico, même chose. On a une vingtaine d'épisodes de fait et puis on va revenir l'année prochaine avec des nouvelles idées, peut-être un nouveau look. Enfin, on verra. On travaille là-dessus. On va prendre la pause des fêtes pour réfléchir à tout ça et peut-être revenir avec une émission qui sera encore meilleure. Mais je dois vous dire que je suis très satisfait de ce qu'on a fait. Et merci infiniment, Nico et Hugues, pour votre collaboration. Quand tu dis nouveau look, penses-tu te faire teindre en blond ou... Je vais me faire couper les cheveux parce que là, il est temps. Première des choses, c'est une catastrophe capillaire, ça, disons-le comme ça. Mais on le dit pas ou presque, mais c'est presque un confinement. Alors, c'est compliqué là, de me faire couper les cheveux. Alors, on n'étirera pas la saison sur mes cheveux. Merci beaucoup, messieurs. Et on se dit de retour au mois de janvier. On se voit en janvier. Joyeuse fête à tous. Joyeux Noël et bonne année. Nico, mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde. Prenez soin de vous. Salut.